Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un bonheur de vous retrouver sur les antennes de LTM Télévision pour cette troisième sortie de la semaine. Tout au clair prend son envol pour ce mercredi et bien sûr au cœur de l'actualité. Nous parlerons de l'affaire Martinez-Zogo. 3 ans déjà, on se rappelle, disparu le 17 janvier de l'an de grâce 2023. Il a été retrouvé 5 jours après dans un espace vide à quelques 15 km des Bogo. Une affaire qui depuis lors nous offre quelques épisodes plus intéressants les uns que les autres. On aura l'occasion de faire le point 3 ans après dans cette affaire macabre qui secoue le Cameroun. Mais l'actualité, c'est également l'enlèvement des déchets ménagers au Cameroun. On le sait, la Mindu est sur le terrain depuis quelques jours pour apporter des éléments permettant aux deux villes, Yaoundé et Douala, d'être de meilleure qualité, parlant de la façon de vivre des Camerounais. Mais également, l'Ominat était face à la presse ce mercredi pour interpeller les uns et les autres dans leur contribution à gérer les ordures. Nous, ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à garder ces deux grandes capitales du Cameroun propres, pourquoi nous avons des tas d'immondices à Yaoundé et à Douala, la capitale économique et la capitale politique du Cameroun. Ces questions nous préoccupent du moment où la santé des uns et des autres reste mise en cause. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On va dire bonsoir à notre panel. N'oubliez pas toutefois que cette émission se veut interactive. Le code d'accès 6 99 13 50 75. N'oubliez pas le 237 si vous êtes hors du Cameroun. Vous aurez ainsi la possibilité de nous rejoindre. Et du mieux que nous pourrons, bien sûr, nous rendrons officielles toutes vos réactions. Allez, on respire et puis on dit bonsoir au panel. En compagnie ce soir de Didier Yimkwa, pour ceux qui le connaissent sur les antennes, il est percepteur du mouvement. J'étais connu environnementaliste, déjà bonne année. Ce nouveau mouvement écologique en marche au Cameroun, c'est quel objectif? Déjà, bonne année, bienvenue. Je suis très heureuse de te retrouver. Ça fait beaucoup d'années déjà que je n'ai pas eu ce bonheur avec toi. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, Madame Haïti. Bonne année, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver sur un plateau de télévision. Le mois écologie en marche n'est que pour le moment un think tank qui rassemble des ressources de tous bords, de toutes les disciplines pluridisciplinaires, chargés, qui ont pour mission, effectivement, de réfléchir sur des questions cognitives, ayant sous le prisme essentiellement de 3 éléments, l'environnement, le climat et la santé. Bon, vous le savez très bien que pendant longtemps, j'étais au FSNT. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous étiez le régional de ce parti que dirige aujourd'hui Satiro Mabakari et que dirigeait déjà d'ailleurs. Évidemment, après d'une décade, j'ai eu le privilège en 2023, d'échanger avec le président national, à l'époque ministre de la République. Je lui ai dit, bon voilà, excellent monsieur le ministre, je pense que quel que soit un bon mariage, il peut arriver un moment où on doit se séparer. Et de monsieur le ministre, voilà, je pense que j'ai apporté ce que je pourrais apporter au FNCC. Bon, il est temps que j'aille faire ce que je connais le moins mal. Donc, je me suis séparé de lui en de très bons termes. Et avec des amis, nous avons lancé le mouvement Écologie en marche. Nous avons lancé le mouvement Écologie en marche, dont je suis le prescripteur. Bon. Qu'est-ce qu'on n'entend pas prescripteur, Didier Yimkwa? Au Cameroun, si vous avez beaucoup, beaucoup de gros mots, on s'y perd un peu aussi. Hein? La prescription, on la connaît, non? Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Mais pas dans l'environnement, pas dans l'écologie. Oui, il faut faire autrement. Je voudrais juste que les téléspectateurs comprennent mieux. Oui, le prescripteur, c'est-à-dire celui qui est peut-être humblement, avec humilité, avec sentiment d'humilité, fixer le cap. Donc j'ai dit, je rassemble mes amis, qui sont ingénieurs, mathématiciens, sociologues. Ensemble, nous devons réfléchir sur des sujets, mais sous un autre prisme. Parce que même le budget, qui est déjà là aujourd'hui, on peut le réfléchir, on peut engager des réflexions sous le prisme
de l'écologie. D'accord. Ça se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous? Voilà qui est plus clair. Merci d'être là avec nous ce soir. Lui également, je l'accueille pour la première fois sur ce plateau, mais je sais que c'est un habitué sûrement de la maison. Marcel Tadieu, il est un militant du Social Democratic Front, le parti que dirige l'honorable Joshua aussi. Merci de nous honorer de votre présence et bienvenue. Bonsoir Madame Guisselé, je salue les frères avec qui je partage ce plateau pour ce soir. Ouais. Bonne année à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour les sociodémocrates du Cameroun et d'ailleurs que je sois représenté sur ce plateau. Et j'espère que les échanges seront fructueux. J'en suis convaincu. Le troisième à qui on va dire bonsoir, c'est Raphaël Ndougou. Il sera la voix du RDPC sur ce plateau ce soir. Bienvenue Raphaël. Je ne vais pas dire bonne année, on s'est déjà vu. Oui, bonsoir aux Alingues, bonsoir aux panélistes. Nous sommes déjà dit bonne année ici. C'est la deuxième fois que je prends part à cette émission sous l'impulsion de Rosalingue Sélé. Bonsoir donc aux millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les Camerounais. Je voudrais dire plus particulièrement bonsoir au meilleur manager du Cameroun, Cyrus Ngor pour ne pas le nommer, qui fait l'objet de beaucoup de pots de banane sur sa route depuis qu'il est à la tête du port de Douala et qu'il résiste, il transforme, il modernise cette entreprise-là. Ce n'est pas souvent facile, mais il tient bon, il est focus sur ce que le chef d'État lui avait confié comme mission. Maintenant, comme vous pouvez le constater sur la toile et partout, ça va dans tous les sens, mais il reste focus, il garde la tête haute. On a envie de dire beaucoup de courage, monsieur le directeur général du port de Douala, le meilleur manager du Cameroun. D'accord, il faudrait dire au meilleur manager du Cameroun que quand il y a une crise, on fait une communication. Hein? Raphaël Ndougou. Il a bien évidemment toute une direction en charge de la communication des relations publiques. C'est votre confrère. Vous pouvez le contacter quand vous voulez. Non, c'est pas à moi de le contacter. Tout comme LTM Télévision et à tout comme il peut vous contacter quand il veut. Voilà, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui a la charge de communiquer parce que le directeur général a su donner à chacun son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Et donc l'interpellation que vous faites à l'endroit du meilleur manager en ce moment, je pense bien que le chef des divisions de la communication et des relations publiques, M. Raoul Saint-Bismilo, vous a bien suivi et il ne va pas manquer de communiquer. J'y compte. Merci d'être en tout cas avec nous ce soir et vous savez que c'est toujours un bonheur de vous accueillir. Le quatrième, Jopé Lombe Sonné, sera la voix puisqu'il en est le Sénacom du MPCN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie et bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et forcément vos téléauditeurs puisque l'émission passe en direct sur la plateforme, sur la page. Bien sûr, LTM TV officielle. Ils peuvent également suivre cette émission de ce côté-là et bien sûr réagir. Ok, bien évidemment, bon, je profite de la tribune que vous m'offrez ce soir pour envoyer un message d'amour à mon épouse qui a fait de moi un nouveau papa. Ah oui, vous me l'avez dit. Félicitations. Félicitations à Madame Elombo qui se trouve forcément actuellement dans un hôpital de la place. Je lui dis merci pour ce cadeau. Petite fille, petit garçon? Un petit garçon, joli petit garçon. C'est le petit sonnet en fait. Donc vous êtes très heureux. Très heureux pour ça. Nous partageons votre bonheur ce soir. Jopé Lombe Sonné, bienvenue sur ce plateau. Dernier salut, premier à intervenir. Donc je démarre avec vous puisque je vous tiens. Vous circulez sûrement dans la ville de Douala, tout comme ceux qui nous regardent circulent dans la ville de Yaoundé. Un constat s'impose de lui-même. Ces deux capitales du Cameroun vivent dans des tas d'immondices. Alors nous on a envie de se demander qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on se retrouve avec deux belles villes comme on voit partout ailleurs? On voyage, on voit chez les autres, hein, même simplement dans les capitales de ces pays voisins, on voit la propriété, mais chez nous au Cameroun, on a la nette impression
qu'on a décidé de nous rendre tous malades avec des ordures. Quelquefois, Isakam, on les voit sur le terrain, mais très rarement. Hier encore, on nous annonçait dans la ville de Douala une nouvelle structure qui allait également se charger du ramassage des ordures. Mais en attendant, ce n'est pas la première fois. Yaoundé a fait le même processus pour un résultat plutôt mitigé. Qu'est-ce qui bloque? J'ai envie de me poser la question avec vous, Rosalie. Demander forcément de savoir qu'est-ce qui marche au Cameroun. Ou qu'est-ce qui n'est pas bloqué au Cameroun en réalité. Parce qu'on a l'impression que forcément... Problème systémique? C'est un problème systémique, forcément. Aujourd'hui, avec les déchets, peut-être parce qu'ils sont visibles, on a l'impression qu'il y aurait des domaines au Cameroun qui marcheraient. Bon, maintenant, pour revenir spécifiquement au cas de la question de la gestion des déchets, vous avez peut-être omis de signifier également que ce matin, le MINAT s'est également fendu dans une conférence de presse ou une séance de travail où il a convié et ses collaborateurs, préfets, le gouverneur de la région du centre et les 7 maires des 7 arrondissements de Yaoundé forcément, parce que nous avons un événement qui est en vue. L'OMC qui arrive chez nous en mars, donc il fallait tout faire pour... D'ailleurs, le Premier ministre était sur le terrain. Voilà, essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire masquer les réalités de la souffrance des Camerounais. C'est-à-dire, on l'a vu avec la CAN et aujourd'hui, on constate que c'est la même chose. Moi, je me parler spécifiquement de la ville de Yaoundé, puisque le MINAT aujourd'hui en parlait, pour prendre des exemples qui nous permettraient peut-être d'avoir des pistes de réponse dans les nombreuses questions que nous nous posons. Je pense qu'en 2023, le directeur général d'Isakam, M. Imele, disait que pour un ramassage efficace des déchets, dans la ville de Yaoundé, on avait besoin pratiquement de 15 milliards par an. Et que jusqu'à présent, c'est moins de la moitié de cet argent qui était mobilisé chaque année. Et quand on dit mobiliser, ça veut dire en retard, c'est-à-dire avec des retards, donc forcément, Isakam a des retards de paiement et autres. Vous voyez le gap qui est entre 15 milliards et pratiquement 5 ou 6 milliards. Pour un ramassage efficace également, disait-il encore, les déchets dans la ville de Yaoundé seul, on avait besoin de pratiquement 150 ou 200 camions. Or, actuellement, le contrat qui lie l'entreprise avec l'État parle de 50 camions. Vous voyez les gaps qu'on observe. Et quand on a ce type de gap, et trouver aujourd'hui que le ministre de l'administration territoriale puisse comme ça de façon assez risible, parce que moi j'aimerais le dire, sa communication a été très risible, quand on a un gap de 150 voire 100 camions, minimalement, pour pouvoir ramasser efficacement les déchets, par ce qui est dit par les techniciens de la chose, l'ingénieur de la chose dans l'Isakam, qui est sur le terrain, l'opérateur, et que le ministre s'amuse à organiser une rencontre entre ses collaborateurs et les maires de la ville de Yaoundé pour dire forcément que le MINAT offrait 700 brouettes, 700 pelles, vous voyez, bon, on a besoin de camions, on nous présente des brouettes et des pelles à hauteur de 100 unités par commune. Vous voyez dans quel esbrouf nous sommes. En réalité, le problème des déchets est simple. Nul ne peut ramasser des déchets chez vous, ce n'est vous. Le problème des déchets réside forcément dans la capacitation des mairies, des communes, de villes comme d'arrondissements. C'est tel qu'ils devraient être capacités financièrement, être équipés forcément pour pouvoir faire ce travail. Mais comme au Cameroun, nous sommes dans l'hypercentralisme, ça veut dire que tout se décide à partir de Yaoundé. Et à chaque fois qu'un problème se pose, ils essayent toujours de trouver des solutions. Moi, j'ai bien envie de demander au ministre, mais après, quand vous allez nettoyer Yaoundé, qu'en est-il de Douala, qu'en sera-t-il de Bafoussam, de Garoua, de toutes les autres villes qui forcément vivent la même chose? Vous avez parlé tout à l'heure de 2 belles villes. Autrefois, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que Yaoundé et Douala sont devenus des villes poubelles. Et ce n'est pas exagéré que de le dire. Donc forcément, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais nous connaissons tous la solution. La solution est simple. Nous avons 15% de notre budget national qui devrait être alloué aux communes. C'est ce que dit la loi sur la décentralisation. Jusqu'à présent, à peine 6%, 5 ou 6% sont alloués à ces communes-là. Mais que voulez-vous qu'elles fassent? Aujourd'hui, on est en train de vouloir accueillir l'OMC chez nous, donc on appelle un peu pratiquement tous les maires pour essayer de sauver la face. C'est-à-dire, on va prendre ces déchets, on va les déplacer de quelque part. Et après l'événement de l'OMC, on reverra des déchets partout dans nos villes. Donc, le problème est structurel, il est systémique. Il y a un manque de volonté politique. On a vu un moment, Madame Kesha Koutez, ministre de Mine 2, quand elle venait d'être nommée ministre, déplacer des engins du côté de Banganté, ce qu'elle utilisait, les engins qu'elle utilisait quand elle était encore Madame le maire, mairesse de Banganté.
elle a vraiment déblayé des axes au niveau de Yaoundé. Mais on a eu l'impression qu'à un moment, peut-être qu'on a dû lui dire, mais attention, nous sommes à Yaoundé tout fonctionne au rythme de Pobia. Donc il faut un tout peu mettre la pédale douce là, parce qu'à un moment là, vous allez fort. Ce que vous avez réussi à faire du côté de Banganté, ne nous amenez pas ça du côté de Yaoundé. Laissez les choses se faire comme elles se font ici. Laissez cet tas d'immondices là. Vous avez l'impression qu'ils aiment avoir des ordures ils aiment avoir, parce qu'en réalité, cela va justifier des budgets ou des sorties comme celle du Minat aujourd'hui. Ils peuvent dire, bon, on va décaisser, tel le chef de l'État a fait une dotation spéciale. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun se gouverne en termes de dotation spéciale. Et il n'y a aucune dotation normale qui est prévue, qui est appliquée, qui est respectée. Donc, on a forcément là une volonté politique ferme de pouvoir laisser prospérer ce type de problème pour après se créer des prébendes entre eux aux membres du gouvernement. Raphaël Ndougou, un manque de volonté politique de mettre un terme à cet état d'immondice dans l'ensemble du triangle national, plus précisément à Douala et à Yaoundé. Un ministre qui demande aux Camerounais de plus verser les ordures. Celui qui est attrapé en train de verser sera interpellé par la police. Je crois que c'est une sortie, une fois de plus, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On l'a vu pendant la CAN au Cameroun, des villes propres. Je me demande, qu'est-ce qui nous empêche de maintenir ces villes-là propres? Si on a pu le faire pendant la CAN, on se rappelle, hein, on avait des villes propres, on avait l'électricité, on avait de l'eau, on avait l'impression de vivre normalement, comme tout le monde, dans le monde justement. Mais là, on est face à une situation où pas 1 kilomètre sans un tas d'immondices, ça devient compliqué. Il dit tout à l'heure que c'est le manque de volonté. Rassurez-moi, le RDPC veut bien enlever les ordures, mais il y a quelque chose qui les gêne, qui les en empêche. Peut-être qu'on n'est pas au courant, Raphaël. Rosalie, je crois que la semaine dernière, on en a parlé ici. Ouais. Et j'avais évoqué justement que ça devient un problème de santé publique. Au regard du fait que non seulement on déverse des ordures, avec, je sais pas tout, de l'eau, quand il pleut, ça ruisselle partout, et on est véritablement exposé. Donc c'est un problème qui nous concerne tous. C'est un problème à prendre à bas le corps. Vous vous souvenez également quand on a pris notre sujet le même jour, j'avais dit ici que le Premier ministre, que je souhaite d'ailleurs qu'il soit vice-président dans ce pays, je l'ai dit ce jour-là et je le redis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques années, il avait prescrit alors au ministre Calcitran de transférer comment on dit, les ressources aux communes. Et vous savez que c'est le 18 janvier 1996 que cette constitution-là avait été modifiée. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Et prenons seulement le cas de la décentralisation. Elle n'est pas du tout effective parce qu'on avait dit autrefois qu'elle était, c'était un processus. Je parle de ça pourquoi? Parce que si on ne transfère pas les ressources financières, disons ça comme ça, aux mairies, ce n'est pas évident que les maires puissent véritablement se mouvoir sur le terrain avec leurs équipes. Madame Fampou, pour ne pas la nommer, de Douala deuxième, fait déjà ce qu'elle peut. On ne sait peut-être pas, mais elle se bat bec et ongle pour que sa commune soit un peu propre. On a également des cas à Yaoundé comme Yaoundé 5e et éventuellement Yaoundé 6e. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut, au lieu de faire asseoir des administrateurs, il faut peut-être voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions urgentes. Vous vous souvenez, j'en parlais l'autre jour, vous vous souvenez que quand on devait accueillir le sommet France-Afrique, le sommet de l'OUA en 1996, on avait des programmes sociaux, ou alors un programme social d'urgence du maire Kamdem à l'époque, parce qu'il y a où on était sale. C'est là où Isaac Amara fait le combat. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Quelque chose bloque parce que tout doit se décider au niveau de Yaoundé. Soyons honnêtes, il ne faut pas qu'on soit comme si nous voulons inventer la roue. Soyons honnêtes de le dire. Comme le budget a été lancé il y a quelques jours, que l'on ait le courage de transférer ces ressources financières là dans les communes. Et que par ricochet, maintenant, les communes, les maires doivent travailler avec des spécialistes. C'est-à-dire que j'ai vu un jeune homme à Yaoundé la semaine dernière qui venait faire une proposition sortie d'une émission radio à quelqu'un, lui disant qu'il a un projet où il peut venir chercher les ordures dans des maisons et payer même ces ordures. Je ne sais pas comment
peut-être Didier va nous expliquer encore davantage. Parce qu'il voulait nous démontrer qu'ils peuvent transformer ces ordures-là. Et comment est-ce qu'on peut donc gérer nos ordures? Il faut le calibrage des ordures. C'est-à-dire que si un projet comme celui-là prend corps dans des mairies où c'est spécialisé avec les maires, avec les mairies, on va vous positionner des bacs à la maison où on va vous demander de, lorsque peut-être une bouteille se casse, vous mettez d'un côté les ordures, ainsi de suite, pour que quand ils viennent porter, c'est possible, ce n'est pas ça s'appelle le tri sélectif. Donc on peut le faire. On parlait ça de fait donc recyclage. des tricycles, je ne sais pas trop moi, vont faire le tour des quartiers. Si les mairies n'ont pas suffisamment de ressources financières, comment alors signer des contrats avec des structures ou des spécialistes dans ce sens? Il est quasiment difficile, voire impossible de le faire. Tout à l'heure, j'ai parlé du meilleur manager de Cameroun. Vous l'avez vu, peut-être à la télévision, comment il avait... Le meilleur manager, c'est qui? C'est Cyrus Ngo. Ah, qui l'a nommé meilleur manager? C'est moi. Ah, ok. Et vous avez le doute? Je doute. Très bien, je vais donc expliquer tout à l'heure. Il avait offert à la commune ou alors au super-maire, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, des bacs à ordures, des pelles, des brouettes pour faciliter ce ramassage-là. Vous croyez que quand il le fait, c'est parce qu'il est un patriote qui pense qui voit l'état d'insalubrité à Douala et que la structure dont il a la charge est à Douala. Et vous savez que dans le conseil d'administration de ce port-là, figure en bonne place le maire de la ville. Justement. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Au moment où on va trouver ces solutions dont je parle, il va falloir également que la population soit éduquée. Parce que les drains de notre ville, en ce moment-ci, font l'objet de poubelles aussi. Peut-être à ce niveau, on peut être d'accord avec le ministre. Sauf que si le ministre va arriver à ce niveau-là, il faut d'abord qu'on commence à la base, comme je viens de l'indiquer. Pour que, quand on a déjà positionné les bacs ça et là, que les Camerounais ne soient pas en train de vider les poubelles dans des drains, des caniveaux, afin que, si les drains sont bouchés, on aura donc justement ce que nous connaissons à la ville de Douala, à savoir les inondations. Donc, à ce niveau-là, là où il faut commencer le travail, c'est justement de rendre les communes assez autonomes afin que, effectivement, que les populations puissent demander aux communes les résultats ou les maires, les résultats du travail attendu. Donc, ça c'est pour ce qui est de l'administration au niveau central. Mais nous-mêmes, nous avons aussi cet autre rôle-là de pouvoir quand même comprendre que j'ai fini de manger mon maïs, je peux garder quand même les pieds vides avec la peau là, jeter quelque part. Quelque part, c'est où? C'est-à-dire que là où je veux voir quand même le bac à ordures, on peut traîner cette affaire-là en main ou bien dans un plastique pour le faire. C'est dans l'avenir, mais en urgence, nous sommes en début d'année, en début d'exercice du budget 2026. Il est véritablement urgent que les transferts de ressources soient effectifs dans les communes pour que, même si Isaac est encore là, qu'Isaac travaille plutôt en collaboration avec ces communes-là. On a juste un problème pour implémenter ce que vous dites. Je suis sûr que beaucoup de Camerounais aimeraient bien marcher avec les déchets d'arachide dans les plastiques, dans les sacs. Je prends le simple quartier, la simple zone de Yatika, Yassa. Tout ce quartier n'a pas de bac. Je ne sais pas si vous imaginez, les gens sont obligés de se déplacer, de sortir du quartier pour prendre la route, je ne sais pas comment on appelle, c'est un colbon, quelque chose comme ça, pour trouver le premier bac. Donc vous imaginez toute une communauté vivant dans un quartier sans bac à ordures, obligée de prendre un véhicule, un taxi ou une moto pour pouvoir jeter les ordures. À partir de là, on fait comment pour garder les arachides, les déchets dans son sac à main? Un matin, on va se retrouver avec tous les sacs remplis d'immondices à la maison. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un manque de bacs. Vous vous souvenez même que le même ministre avait quasiment interdit que ces bacs-là soient positionnés, je ne sais pas tout moi, sur les trottoirs ou sur la chaussée. Mais il faut noter que, quand je parlais tout à l'heure du cas de M. Cyrus Ngo qui a offert des bacs, il faut noter que dans des structures... Mais il le fait dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, non? La RSE, c'est simple. Mais pourquoi vous ne faites que le nommer comme le solutionneur idoine de la situation? C'est un nouveau père, hein. Laisse-y parler. Ah oui, je ne lui ai pas dit félicitations. Bienvenue au club. Merci. Nous en avons 7. Merci, Raphaël. Nous en avons 7. Alors, je voulais dire que si comme lui, les sociétés basées à Douala, dans chaque société à Douala,
existe bel et bien un département, une direction en charge de l'environnement. Oui. Il faut bien que ce soit sûr. Hein. Oui, c'est clair. Donc, vous comprenez que lorsque on a donc, même à la communauté urbaine, je pense qu'il y a un département en charge des questions d'environnement. Donc, ce qui se passe, donc, c'est quoi? Si, comme lui, dans sa structure, chaque société fait un peu pour aider ces gens de Yatika, justement dans Douala 3e. Ce n'était qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres, oui. C'est de Douala 3e. On peut aider donc la commune de Douala 3e avec ces petits barres-là pour quand même sortir. Parce que quelle est la solution? Lorsqu'il y a, nous avons ces problèmes d'immondices, on fait donc quoi? Comme les enfants disent, là, on fait comment? C'est donc justement chacun à son niveau peut se battre à balayer, à aider aussi à balayer afin qu'on sorte. Nous avons déjà énuméré des problèmes, à savoir le transfert des sourds, à savoir l'éducation de masse, nous-mêmes, le respect de cette affaire-là, mais à savoir aussi qu'il y a la possibilité. Là, nous organisons souvent dans des structures, nous organisons les fêtes de fin d'année, on peut voter un petit budget dans une société pour dire, nous accompagnement de la commune de Yaoundé 5e, j'ai envie de dire de Douala 5e, de Douala 3e, etc. Ça, ce sont les solutionnettes, hein, M. Ndogo. On vous parle d'une situation étatique. On parle d'un État qui fait face à un problème de déchets. Vous prenez ça de manière globale. Oui, globale. Mais nous sommes dans une urgence. D'accord? Mais l'urgence est globale, elle n'est pas individuelle. Et justement, dans l'urgence, qu'elles sont faites donc? C'est pour ça que je fais la proposition que cela peut véritablement être. Dans l'urgence, l'État doit prendre sa responsabilité. Rosalie me pose la question sur comment on fait pour ne pas jeter sur la chaussée lorsqu'il n'y a pas les bacs à ordures. Et donc, il n'y en a pas. Quelqu'un nous a dit que pour fabriquer un bac, il faut, je ne sais pas trop combien de centaines de milliers ou c'est combien de millions, j'en sais rien. Mais si on contacte des sociétés qui font ce boulot-là, on peut, effectivement, on met pour qui? Non, vous voulez m'embrouiller. Vous voulez m'embrouiller. Donc, je pense donc qu'on a la possibilité de trouver les solutions. Et soyons clairs, hein, parce que les recherches de solutions peuvent venir comme je parle là, mais d'autres peuvent aussi venir, parce que madame femme pour faire comment? J'ai parlé de maire de Yaoundé 5e, mais ça vous connaissez Yaoundé. Il n'y a pas eu de déchets à Douala 2e, il n'y a pas eu de déchets à Douala 5e. Est-ce que à Yaoundé 5e, vous avez vu il n'y a pas eu de déchets là-bas? Il n'y a pas eu de déchets. Vous n'êtes pas allé voir. Il n'y a pas de déchets là-bas. Vous n'êtes pas allé voir. Il n'y a pas de déchets à Yaoundé 5e. On est en train de faire le ping-pong qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand il y a les têtes d'immondices, on les enlève quand même. Qui les enlève? Mais vous embrouillez les Camerounais. Je cite des mairies. Vous dites qu'il n'y a que les mairies n'ont pas de moyens, mais vous dites qu'on les enlève comment? La question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que les ordures soient enlevées? Avec le peu de bac que nous avons, c'est la question, c'est là, on fait comment? C'est toute la question. D'accord. C'est pas une affaire de prendre avec le cœur. Il faut laisser le cœur sur la table. Marcel Tadieu, il pose un problème sérieux que nous avons. On a un souci de bac à ordures dans ces différentes villes dont je parle. Mais le MINAT, il nous prévient si on jette des ordures, puisque les populations, je prends le cas des zones où j'ai observé, les populations ont décidé de rassembler les ordures dans des lieux précis afin que ISACAM vienne justement ramasser ces ordures-là. Malheureusement, c'est sur le sol, puisqu'il n'y a pas de bac à ordures dans certains quartiers. C'est sur le sol, mais c'est dans des lieux précis pour permettre à ISACAM de venir. Aujourd'hui, le ministre dit que si on vous surprend en train de déposer ces ordures à même le sol, la police vous interpelle, vous êtes incarcéré tout de suite. Est-ce que ce n'est pas augmenter les problèmes que d'apporter des solutions à une situation qui est déjà bien complexe au Cameroun? Madame Gisele, on est là en plein dans une déresponsabilisation de l'action publique. Ouais. J'allais même dire une désacralisation de l'action publique. Plusieurs acteurs ont été convoqués autour de cette table. J'ai entendu parler du MINDU, du MINAT, des maires de ville, et même du MINAT. J'ai même entendu parler du directeur du port de Douala. On nage là en pleine cacophonie qui ne dit pas son nom. En fait, c'est un désordre généralisé qui est orchestré par la structuration de notre État du point de vue de son architecture. C'est-à-dire, il est impossible aujourd'hui au Cameroun de répondre avec clairvoyance et efficience qui s'occupe du ramassage des ordures au Cameroun. C'est-à-dire, si on vous posait la question, qui est responsable de cet état de délitement, de cet état de délabrement, de cet état de pourriture avancée de nos grandes villes?
en particulier Douala Yaoundé, et de nos villes dans l'ensemble au Cameroun, il serait difficile d'attribuer la responsabilité à qui que ce soit. Parce qu'il y a un foisonnement d'acteurs qui en réalité sont superposés et ne font rien de bon. Je pense que, et nous pensons au social-démocratique franco, il s'agit d'un problème de structuration de l'État. Dans un État sérieux, l'État est structuré et puis chaque acteur a des responsabilités bien précises. C'est-à-dire, en cas de défaillance, il en répond. Mais aujourd'hui au Cameroun, qui doit répondre de la question de l'insalubrité dans nos villes? Est-ce le MINDU? Est-ce le MINAT? Est-ce le DG du port de Douala? Est-ce un sous-préfet? Qui s'occupe du ramassage des ordures? Je pense que c'est Guy qui évoquait la décentralisation. On nous a bluffé dans ce pays avec cet État unitaire décentralisé qui nous a été vendu depuis le 18 janvier 1996. Nous sommes aujourd'hui à 30 ans. Si 30 ans après les lois sur la décentralisation au Cameroun, on en est encore au balbutiement, il faut tirer une conclusion simple, c'est que le politique qui gère le Cameroun depuis au moins ce 18 janvier 1996 jusqu'aujourd'hui n'a aucune volonté qu'il y ait une décentralisation véritable. On ne peut pas gérer la question des ordures depuis Yaoundé, c'est impossible. Quand je vois M. Atanganji faire son petit show qu'il a organisé aujourd'hui en instruisant de ne plus faire ceci, de faire ceci, est-ce qu'il est d'abord dans son rôle d'un? Et de deux, quelle est l'efficacité, quelle est la portée d'une telle action, d'une telle communication de la part d'un MINAT? Donc je pense qu'on navigue là en plein désordre qui est symptomatique de la gestion du Cameroun de façon beaucoup plus globale, c'est-à-dire personne n'est à sa place, personne ne fait ce qu'il doit faire. Il y a eu un désordre généralisé et personne ne veut en assumer les conséquences. Non, nous pensons que dans les pays sérieux, et nous avons au Social Democratic Front l'ambition de faire du Cameroun un pays sérieux, les ordures sont ramassées par les autorités de proximité. Et l'autorité de proximité dans le cas d'espèce, c'est le maire. On doit donner aux maires des différentes villes du Cameroun toutes leurs lettres de noblesse, pas à travers cet État unitaire décentralisé de façade qui en réalité est un État très centralisé où tout se décide à part de Yaoundé. Parce que les maires, nous sommes dans la ville de Douala, les maires de Douala, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, de quel pouvoir, de quelle marge de manœuvre disposent-ils vraiment pour pouvoir répondre à ce gros défi qui est celui de ramasser les ordures au quotidien? Rien du tout. On est venu superposer au-dessus d'un monsieur qui en réalité est nommé, qui absorbe pratiquement tout le budget pour un résultat nul. Nous pensons qu'il faut faire le saut qualitatif et aller vers le fédéralisme. Parce que dans un système fédéral, le maire est patron de sa circonscription et répond de tout. C'est-à-dire les politiques en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructures routières, en termes de tout ce qui va dans le confort du citoyen qui habite sa circonscription, est à sa charge. Si on avait clairement dit que le maire est le patron de sa circonscription et devrait répondre de tout ce qui va bien ou de ce qui va mal là-bas, on aurait au moins déjà résolu un problème parce qu'on aura identifié qui est le responsable quand on a cette salubrité. Mais moi qui suis habitant de la ville de Douala, je ne suis pas en mesure de dire qui est le responsable de ce désordre qu'on observe. Parce que c'est compliqué de savoir ce qui bloque. Voilà, justement parce qu'il y a un flou entretenu depuis le sommet qui fait en sorte que tout le monde répond de tout, mais en réalité personne n'est responsable de rien. Je pense que tout ce beau monde qui défile, qui se pavane aux yeux du peuple dans leur gros 4x4, devrait à un moment donné prendre un peu congé pour donner la possibilité à ceux qui ont une vision de servir aux Camerounais des politiques efficientes en vue d'améliorer le quotidien. Et je suis peiné, vraiment peiné, quand j'écoute le frère Ndougou sur ce plateau se mettre totalement hors sujet. C'est-à-dire, on parle de la gestion des villes. Le compatriote va parler de la gestion d'une entreprise publique ou parapublique qui n'a rien à voir dans la... Donnez-moi une seconde. Monsieur Jopel Elombe, vous avez quel problème avec son patron?
Il a cité Non, son patron, on ne va pas en faire une fixation. Nous parlons du Cameroun. Tout au long de l'émission. On va pas non plus on va pas personnaliser le Cameroun également. Non, il a le droit de s'exprimer. On ne va pas en faire un débat toute la soirée. On est d'accord quand même. On est d'accord là-dessus. D'accord. Je vous restaure votre parole, Marcel Tadji. La liberté d'expression commande que quelqu'un puisse s'exprimer. Bien sûr, bien Mais sûr. en tant que modératrice de ce plateau, vous devriez quand même veiller à ce qu'on reste dans votre sujet. Non, rassurez-vous sur ce coup. Je voulais juste demander à M. Lombé justement de ne pas insister sur... C'était un exemple qu'il a pris. Il a cité plusieurs autres structures. Donc je ne voudrais pas qu'il en fasse une fixation. Maintenant, revenons à notre sujet. Voilà. Guy a révélé ici des chiffres qui sont exacts. C'est-à-dire que d'après la loi, les municipalités auraient dû déjà avoir 15% du budget de la République qui est affecté à la gestion des besoins de proximité dans ces municipalités. Mais jusqu'à l'instant où nous parlons, on a moins de 6% qui sont vraiment effectivement reversés à ces municipalités. Mais je dois même aller plus loin. Même si les 15% étaient effectifs, la structuration de nos institutions n'est pas de nature à produire des résultats escomptés. Parce que il est quand même inadmissible qu'une ville de la taille de Douala, qui a à peu près 4 à 5 millions d'habitants, qui s'étend sur beaucoup de kilomètres carrés, avec une densité vraiment très accrue du point de vue de la démographie, soit géré de façon centralisée, comme on observe là. Un monsieur assis depuis Bonanjo, je suis désolé, a du mal à savoir quelle est la réalité des ordures au niveau de PK21 ou au niveau de Colbon, puisque vous parliez de Colbon tout à l'heure. Il faut redonner aux mairies, qui sont les autorités de proximité, qui sont les responsables de la gestion de la cité à la proximité, de pouvoir avoir les prérogatives et les moyens financiers, et ça passe par le fédéralisme, pour faire vraiment le job qui est attendu par les citoyens, c'est-à-dire rendre l'environnement propre, paisible et habitable. Et ça ne peut se faire que de cette façon-là. À partir du moment où vous décidez de centraliser tout parce que les gens veulent contrôler de l'argent et en soustraire quelques biais, parfois beaucoup de biais d'ailleurs, il sera difficile d'avoir des villes propres parce que le centralisme n'entraîne que médiocrité. Ce n'est qu'en décentralisant, en simplifiant la tâche, en déléguant des tâches aux autorités de proximité, parce qu'un maire dans une localité connaît à peu près tout le monde qui vit dans sa circonscription. S'il lui a été donné les moyens et les prérogatives pour pouvoir gérer au quotidien la question de la salubrité, pour ne parler que de la salubrité, parce que dans le fédéralisme, on intègre aussi l'éducation, la santé et même la voirie urbaine d'une façon générale, vous verrez que ça irait beaucoup plus mieux. Mais dans notre contexte, on peut faire des plaidoyers, on peut faire des suggestions, mais je ne suis pas défaitiste, mais je doute que ces bonnes intentions arrivent dans des oreilles attentives, malheureusement. Ça va être compliqué lorsqu'on écoute Marcel Tadji de résoudre cette question des ordures au Cameroun. Didier Imkwa, vous qui exercez au quotidien dans l'environnement, est-ce que vous avez des stratégies peut-être qui pourraient aider pour qu'on puisse sortir de cette situation qui reste sanitairement compliquée pour les Camerounais aujourd'hui? On en voit encore circuler avec des cache-nez. On avait dû au revoir avec la Covid-19. À ce mouvement-là, mais là, ça revient de plein fouet, circuler avec les odeurs nauséabondes, la poussière un peu partout, truffée des déchets. C'est compliqué au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire de façon ponctuelle? Parce que si on regarde, il dit que le problème est systémique. L'autre dit qu'on peut trouver des palliatifs sur le coup pour essayer. Mais d'ici qu'on en arrive à recycler aussi, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas la culture de recycler chez nous. Même si on s'y met de temps en temps, beaucoup ne comprennent d'ailleurs pas comment ça se passe. Lui, il dit qu'il faudrait que cette décentralisation soit totalement effective. Vous, Didier Imkwa, vous qui avez les pieds dans la boue au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? C'est une belle perche que vous me tendez là, madame, ici. Le 21, 22, 23 mai de cette année, nous allons organiser le tout premier salon de gestion des déchets, de la protection de la biodiversité en Afrique centrale. Ici à Douala. Après la réunion des ordures de Yaoundé? Non, on n'en a pas attendu la sortie du MINAT.
Parce qu'on travaille sur ce projet depuis... Il a annoncé depuis. Voilà, depuis 3 ans. Ça va se dérouler au stade de planification des PANA, parrainé par le ministre en charge de l'administration de l'environnement, avec la figure iconique de son excellent Roger Mila. Nous sommes très avancés. Le ministre de l'Environnement sort enfin de sa léthargie. Nous sommes très avancés. Et puis, on ne parlera pas que des ordures ménagères. On parlera de tous les déchets. Déchets industriels, déchets... médicaux. Voilà, on parle même des déchets médicaux, pharmaceutiques. Je l'ai invité. Donc, on parlera de tout type de déchets et de natures différentes, liquides, gazeux et tout ce que solide. Donc, ce sera quand même un moment assez important. C'est un salon, donc ça n'a rien à voir avec les états généraux. Des ordures. Nous sommes là pour vendre, ou bien c'est une vitrine pour des établissements classés et d'autres personnalités de présenter des solutions innovantes. Des solutions innovantes. La gestion des ordures. Bon, je reviens donc sur les ordures. Ce qui nous arrive là n'est pas un fait du hasard. Ce n'est même pas un sujet lié à la génération spontanée. C'est tout simplement que certains collaborateurs du chef de l'État ont refusé de suivre le cap fixé par le chef de l'État. Je vais vous dérouler les dates. Parce que le chef de l'État a fixé un cap. Le cap du chef de l'État, c'est le recyclage. Quand vous me dites que le recyclage n'est pas effectif, Tchang le fait. La commune de Tchang est dans le recyclage. Et même Rwanda, que les gens ont tendance à citer tout le temps, le Rwanda est venu ici apprendre à Tchang pour repartir faire ce qu'il a fait à Kigali. Si dans tout un pays comme le Cameroun, vous ne citiez qu'une ville Tchang, ça veut dire que la majorité des Camerounais... on le fait. Vous allez me laisser parler. Au quotidien, on le fait. Je dis que les gens font du recyclage un peu partout. J'ai un ami actuellement à Guinée, peut-être, c'est un éco... comment on les appelle? Un agroécologue qui encadre comment vous les appelez, les agriculteurs du cacao à produire du compost, qui a un pouvoir assez important sur la restauration des sols et puis sur l'amendement de sol. Permettez-moi de donner les dates. En 2015, à Paris, à la COP21, le président Biya prend la décision de réduire, c'est un engagement, de réduire nos gaz à effet de serre de 32% d'ici 2030 sur la base du palier de 2010. Et il y a un certain nombre d'activités qui devaient subir des mesures transformationnelles. Le transport, l'agriculture, la combustion des énergies fossiles, les bâtiments et ensuite les déchets. Parce que les déchets, quand ils se décomposent, ils produisent un gaz à effet de serre qui est le méthane. Et le monde entier vous dira aujourd'hui que c'est le compost qui est l'alternative durable qui réduit les gaz à effet de serre émis par les déchets. Ça, c'est le président de la République. En 2017-2018, c'est le président de la République qui lance le programme de promotion des emplois verts et qui a pour ambition de créer 108 000 emplois décents. Nous sommes là en 2017-2018. Effectivement, quand un chef d'État fixe le cap, il y a l'action gouvernementale. Le Premier ministre devait dire, ok, le chef d'État nous envoie là-bas, ok, nous devons travailler d'abord sur la démographie, qui est une variante qu'il faut intégrer dans le traitement des ordures ménagères. Et puis, vous savez, le traitement, ce n'est pas seulement les ordures ménagères, vous avez les routes, vous avez la gestion même des décharges. Bon, rien n'a été fait. Le président revient dans son discours à la jeunesse le 10 février 2025. Il parle encore de ce programme de promotion d'emploi vert. Et là, il demande aux mairies de créer des cellules dans lesquelles on peut entreprendre la création de ces emplois verts. Et il a dit dans ce discours, tout le monde peut le lire, je crois au 6e paragraphe, que le traitement de ces déchets doit être fixé sur 2 piliers majeurs, le recyclage et l'assainissement. Demandez-moi pourquoi, posez-moi la question, pourquoi ces collaborateurs, certains, je ne vais pas citer les noms ici, ne suivent pas les instructions de la présidente de la République? Tout simplement parce que la collecte, les marchés autour de la collecte des déchets sont des marchés très, très, très juteux. On ne parle que des milliards. On ne parle que des milliards de fonds. On ne parle que des milliards de francs. Pourquoi les gens refusent d'aller là où le président Biya indique la voie?
La voie aujourd'hui, c'est le recyclage. Et le glyphosate a cet avantage. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça ne se fait pas. Non. Lorsque les politiques sont mieux élaborées. Madame, moi j'ai fait 14 ans en entreprise, HSE, sur les déchets industriels. Vous ne pouvez pas aujourd'hui voir un plastique comme la chaise, les chaises qu'on trouve partout dans les bars, dans la poubelle. Vous ne pouvez pas voir une batterie usée automobile dans la poubelle. Vous ne pouvez pas voir une tôle d'aluminium dans la poubelle. Parce que ces déchets, on leur a donné des valeurs commerciales. Ça aurait pu se faire, même avec les ordures ménagères. Quand le président parle par exemple de l'import substitution, ça ne doit pas s'arrêter seulement au blé ou bien à d'autres produits de base. On ne peut pas importer plus de 400 milliards de francs CFA d'engrais chimiques avec tout ce que nous avons comme implication indirecte, négative sur les éléments physiques de l'environnement et on ne s'engage pas à produire les fertilisants organiques alors que le même président de la République parle de la promotion de l'agriculture verte. C'est dans son discours. Donc, vous ne pouvez pas, lorsque j'ai des éléments factuels, déterminants, référentiels, comme ceux-là, me condamner si je dis que c'est parce que certains de ces ministres ont refusé de respecter ce qu'il a indiqué. Bon, d'accord, je suis avec vous à présent. Si je comprends bien, le président de la République, en date variable, j'ai dit si je comprends bien, je suis avec vous, je ne vous ai pas encore retiré votre parole. Si je l'avais fait, j'aurais regardé de l'autre côté. Je dis donc, si le président de la République, je suis avec vous, en des dates variables, a demandé de s'intéresser à notre environnement, c'est vous qui nous dites que sur le terrain... C'est vérifiable. Que sur le terrain, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. D'accord. Et quand j'ai dit tout à l'heure que le recyclage n'est pas effectif, vous avez dit qu'il est effectif. Non, non, donc, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que c'est pas facile. Avançons. C'est ce que vous avez dit. Nous avons grandi, je pense que tout le monde sur ce plateau connaît le phénomène d'imposte. C'était l'expression utilisée. Voilà, je pense que tout le monde. C'est l'imposte, oui. C'est voilà. le déchet de... Et beaucoup ne comprenaient d'ailleurs pas pourquoi, mais tout le monde savait que rapporter du fer, de l'aluminium, c'était racheté par certaines personnes, parfois suspectes, mais ça n'intéressait personne, au kilo. Oui. On pesait. Alors tout le monde ramassait les tôles, les vieilles marmites et partait livrer. Et je suis sûr que si vous leur demandez pourquoi, ils ne vous expliqueront pas. Parce qu'ils n'ont pas compris. Non, ils savaient. Non, ils n'ont pas compris. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Ouais. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le phénomène de recyclage qui se cachait derrière. Mais ils ont compris que c'était rentable de prendre la marmite de maman qui est percée et d'aller vendre. C'était rentable de prendre les vieilles tôles et d'aller vendre. Donc, on a un problème à la base. C'est qu'on n'a pas appris aux Camerounais, lambda, à faire la différence entre les ordures rentables et ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. C'est que la politique dont vous parlez, les phrases du président de la République, ne sont pas physiquement, ou j'allais dire de façon pratique. Non, vous me posez la question. Implémentées. Non, je suis... Vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout ou vous voulez faire ma place? Vous voulez prendre ma place? Vous respirez, c'est possible? Je fais le résumé de ce que vous avez dit. Hein. Non, vous êtes contredit. Vous nous dites... Laissez-moi parler. Non, vous nous dites... Ne me prêtez pas les mots, Madame Aïs. Ne me prêtez on peut pas avancer. Les mots. Oui. Vous nous dites que le président de la République a demandé qu'on aille vers l'environnement. Oui. D'accord. Qu'on aille vers le recyclage. Oui. Sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de façon pratique pour être dans le recyclage? Ah, d'accord. C'est pour ça que je dis que ces collaborateurs ne suivent pas les instructions du chef de l'État. Donc on ne recycle pas au Cameroun. Mais on recycle quoi? Et puis vous voyez ces montagnes de déchets. D'accord. Sur les recycleurs, il n'y aurait pas eu de montagne de déchets. Bon, si finalement on est d'accord qu'il n'y a pas de recyclage au Cameroun... Mais c'est ce que je dis, je ne parle pas en chinois, le chinois, madame, ici. C'est ce que je dis. Je dis donc, à l'entame même de mon propos, j'ai dit que l'instruction du chef d'État n'est pas respectée. Bon, maintenant on ne serait pas allé en train de fricoter, comme dit mon ami. Maintenant qu'on est d'accord qu'il n'y a pas de recyclage au Cameroun et que nous on a un problème d'ordure, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, vous, en tant que technicien, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, non, en tant qu'idéologue, qu'est-ce qu'on fait? Écologiste, évidemment, puisque même il n'y a pas que le choléra qui nous menace aujourd'hui. Il y a la peste. Vous avez remarqué qu'il y a une progression de la croissance des petits vertébrés, c'est-à-dire mammifères comme les souris, les moustiques rampants, volants, les moustiques un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut nettoyer la ville. Il faut nettoyer la ville. Et une fois qu'on a nettoyé, parce que lorsque vous regardez les déchets, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des déchets. Vous avez la gestion des décharges, parce qu'à Douala, par exemple, il n'y a pas de décharge. C'est une méga poubelle.
c'est vrai que le maire est en train de construire une décharge en Gombe, qui doit être moderne en respectant les normes environnementales. Il faut déjà aujourd'hui nettoyer la ville. Et une fois qu'on a nettoyé la ville, on revient à respecter effectivement les instructions du chef d'État. Et quand on veut respecter les instructions du chef d'État, c'est le gouvernement qui le fait. Même le compost aujourd'hui, lorsqu'il faut fabriquer du compost, on forme les composteurs pour éviter les contaminations. Parce que lorsque vous regardez à quoi ressemblent nos chaînes de montagne, nos chaînes, d'ordures ménagères. D'abord, c'est humide, et puis à l'intérieur, vous n'avez pas que les quantités putrécides, biodégradables. Vous avez les piles, vous avez les gadgets électroniques, vous avez plein de choses qui peuvent se contaminer. Donc, il faut former les composteurs. Et ça doit se faire de façon professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas les professionnels au Cameroun? Il y en a. À l'école, par exemple, nationale des travaux publics à Yaoundé, il y a déjà les métiers de la ville qu'il faut mettre à contribution. À l'université de Tchang, il y a un département de géosciences. Il faut mettre les gens à contribution. Donc, si le gouvernement, aujourd'hui, décide de se mettre dans cette logique, dans cette approche, je suis convaincu que d'ici 3, 4, 5 ans, on n'aura plus cet état d'immondice qui nous empeste la vie. Je peux les lombes sonner de façon pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je vous écoute tous, on est parti pour mourir sous les ordures. J'ai cru à un moment donné qu'on aurait peut-être une solution qui viendrait miraculeusement nous sortir de là, mais que non. Lorsqu'on écoute, tout le monde a l'air de baisser la tête. Ça veut dire qu'on est perdu, on n'a pas de solution pour cet état d'immondice, on a des décharges hyper remplies. Lorsque vous regardez ce qu'on a à Douala, c'est incroyable, c'est des collines d'ordures désormais. On reste tranquille et on attend, et puis on écoute les discours du président, on écoute les discours des différents ministres qui nous annoncent des projets, comme la Mindu l'a fait encore il y a quelques jours, projet ville machin durable, et puis on tourne en rond. Entre-temps, les Camerounais veulent savoir comment on fait pour ne plus avoir des sacs de poubelle dans nos maisons. J'espère qu'on sortira d'ici avec une solution pratique. Parce que je vous vois vous-même dépasser, c'est compliqué. Hein? Non, mais Rosalie, moi, tout à l'heure, vous me demandiez si je voulais aider le grand frère Didier. Oui, maintenant, aidez-le. Ah non, vous ne pouvez pas. En toute humilité, il est un militant chevronné de l'environnement, donc il sait de quoi il parle. Oui, ça fait beaucoup d'années. On a fait de nombreux plateaux ensemble. Non, tu peux m'aider. Hein. Sur la question. Bon, dans une vie antérieure, j'ai également été gestionnaire de déchets. Voilà. Dans un projet pétrolier et autres. Donc, du coup, je sais également ce que ça veut dire faire dans le Waste Management System, ce qu'ils appellent les anglo-saxons Waste Management System. Parce que c'est une science ailleurs. Maintenant, pratiquer de façon microscopique, on peut, ne serait-ce que reproduire cela de façon macroscopique. Vous posiez la question de savoir que faut-il faire. Et vous a répondu, il faut nettoyer la ville. Bon, et comment on nettoie la ville? Il vous l'a dit de façon triviale, comme ça, pour que vous compreniez terre à terre, pour que les téléspectateurs comprennent. Mais en réalité, il est quand même des principes qu'il faut respecter. Tout à l'heure, nous parlions du respect du rôle de chacun, du respect de la loi. Aujourd'hui, nous avons parlé des cas pratiques. Isacam est l'entreprise qui est chargée du pré-collecte, le ramassage des déchets dans la ville, ou dans les différentes villes. Yaoundé, Douala, les deux grandes métropoles. Il faut capaciter Isacam. Il faut déjà que l'on respecte les besoins, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les estimations, l'expression des besoins de cette entreprise-là. Isaac en parle pour la ville de Douala uniquement. Je prends que cette image-là. De pratiquement 140 à 150 camions nécessaires pour pouvoir nettoyer efficacement la ville de Douala. Actuellement, nous sommes à peine à 40 camions. On a un gap pratiquement du double, quasi du triple. Qu'est-ce qu'on fait? On achète les camions à Isacam? Il faut doter. Ça, c'est pas vous parler d'un problème systémique. On parle d'un problème d'ordre de priorité, comme il a dit tout à l'heure. C'est des priorités. Regardez le budget de la défense. Le budget peut-être du ministère des Sports. Il y a des ministères en réalité qui ne servent à rien. On vous parle du ministère de la femme et de la famille. Est-ce que la femme ne se trouve pas dans la famille? On vous parle du ministère des Affaires sociales. Il y a des ministères qui ont des budgets en réalité qui ne font pratiquement rien. Il est important aujourd'hui de resserrer la formation de l'équipe gouvernementale. Tous les secrétaires d'État qu'on a, tous les ministères qu'on a. Il y a des ministères, pratiquement 20 ministères qui ne servent pas à grand-chose. Il faudrait prendre cet argent-là et le reverser quand même dans des départements ministériels qui ont plus besoin de solutions. Maintenant, de façon pragmatique, on a le fonds national. C'est vrai qu'on ne fait pas le débat sur les ministères, mais je vous aurais demandé pourquoi vous choisissez la femme et la famille qui s'occupent justement de la famille et les affaires sociales qui s'occupent des personnes démunies.
Non, mais de toute façon, le ministère de la femme, de la famille et les féminicides, on en finit plus. Donc, du coup, le ministère. Du coup, on peut continuer à tuer les femmes, c'est pas grave. Non, ce ministère, ça veut dire que ce ministère, il faut le remplacer par autre chose parce que forcément, lui, il n'empêche pas pas les le féminicides. ministère de non-tuerie des femmes. Bon, par exemple. Ah, d'accord. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on a un fonds national de l'emploi, par exemple, Rosa. Il faudrait peut-être un fonds national de déchets ou l'office national de déchets. Ouais. Il faut peut-être aujourd'hui au Cameroun créer l'office national de déchets. Moi, j'ai parlé plutôt de l'agence. Voilà, parce qu'en réalité, comme disait Marcel tout à l'heure, on ne sait qui fait quoi, qui est censé faire quoi. Donc, il faudrait aujourd'hui capaciter un office ou bien une agence spéciale responsable de la gestion des déchets et lui attribuer le budget qui s'y est. Pour que l'on sache véritablement quel est le cheminement qu'on suit dans chaque ville et avoir des représentants dans chaque ville. Parce que là, laisser des mairies aujourd'hui qui ont déjà du mal à pouvoir faire des travaux de route, offrir de l'eau potable à leur population. Vous voyez, les maires vont vous dire, quand vous fusionnez les mairies, on vous dit, bon, le budget que nous avons, ne serait-ce que pour faire le minimum. Le ramassage des déchets, c'est très difficile, c'est très coûteux. Nous n'avons pas de quoi pouvoir le faire. Si on peut faire quelques fourrages par là, réhabiliter les routes, vraiment les déchets, ce n'est pas la priorité. Il faut toujours attendre. Aujourd'hui, nous sommes à 85% d'intervention de l'État dans le système de ramassage des déchets. Et les mairies interviennent à 15%. D'accord. Donc il faut qu'on centralise. Il faut créer aujourd'hui une agence ou un office national des déchets et le capacité financièrement et en équipement et autres pour pouvoir faire ce travail. D'accord. Raphaël Ndougou, vous suivez ce mouvement d'office national des déchets. C'est pas une sorte de centralisation encore ou je comprends mal? C'est-à-dire, on va partir d'une décentralisation où on demande à chaque mairie de gérer ses ordures pour se retrouver avec une sorte de structure qui va gérer toutes les mairies, tous les ordures du Cameroun. Est-ce que c'est pas quitter de la décentralisation pour la centralisation encore une fois de plus? Est-ce que finalement on fait pas la danse Bafia là avec cette affaire? On va avancer, on va reculer et on aura toujours des tas d'immondices. Peut-être vous allez également dans le même sens ou vous avez autre chose? D'abord, je voudrais rassurer Marcel lorsque je parle de ce Camerounais-là qui a offert des bacs et qui pense que je suis hors sujet et qui se détrompe parce qu'en réalité, on recherche des solutions. Et lorsqu'on pose la question sur des solutions durables, est-ce qu'on peut faire la même chose? Pas sporadique. Lorsque vous avez parlé, je vous ai arrêté. Vous m'avez cité, j'ai parlé. Les Camerounais nous regardent. Il faut savoir que c'est ça l'éducation que nous cherchons tous les jours. Ne pensez pas que tous les Camerounais sont mauvais. Monsieur Ndougou, un débat est interactif. Je vous en prie. Un débat est interactif. Non. Monsieur Lambert, je viens de terminer avec vous. Je ne vous ai pas donné la parole. On va respirer. Quand vous parlez, on vous écoute religieusement. Faites la même chose. Il vous relance juste. Non, il ne me relance pas. Il m'a repris. Je n'ai pas osé parler. Et vous l'avez cité en plus. Je dis qu'il a commencé par me citer en me disant qu'il était hors sujet. Donnez-moi une seconde, Il a dit qu'il était hors sujet. Donnez-moi une seconde, monsieur Raphaël Ndougou. Je ne suis pas hors sujet. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Camerounais regardent lorsque nous parlons ici? Nous sommes comme les éducateurs. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Monsieur Jopel Elombe Sonné, il a interpellé monsieur Marcel Tadieu qui est présent sur ce plateau, qui peut échanger avec lui. J'ai l'impression que vous avez une toge d'avocat de tout le monde ici et ça va être compliqué à gérer jusqu'au bout. Il interpelle M. Tadieu répond, ils peuvent discuter, moi je n'ai pas un problème, je laisse discuter. Mais si une troisième personne s'ajoute, quand ça ne le concerne pas, vous rendez ma tâche un peu compliquée sur le plateau. Donc aidez-nous à avancer, c'est possible? Merci. Je vous redonne la parole, Raphaël. Disons des évidences que moi je ne suis pas au sujet, parce qu'en réalité, quand on regarde Isaac Am aujourd'hui, Isaac Am n'en peut pas, ou n'en peut plus. Je pense qu'il y a des villes dans d'autres pays où la gestion des ordures est assez autonome par commune. Là où les enleveurs sont par centaines. Et ça va donc rejoindre ce que, au moment où Didier parle du recyclage, de transformation, tout ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, on aura d'autres structures, d'autres sociétés qui peuvent faire l'affaire. Parce que quand on regarde aujourd'hui, je vais jeter encore un coup d'œil sur le communiqué du ministre de la décentralisation, ce n'est pas possible. Parce qu'il pense qu'on peut avoir des bacs à proximité. Nous habitons tous des quartiers, des grandes villes comme Yaoundé et Douala. On ne voit pas, les enfants partent avec la brouette au sous-quartier pour rejoindre le bac. Je ne suis pas de ces Camerounais, quand quelque chose est noir, je pense que c'est rouge. Non. Je pense aussi que, comme nous sommes dans une ville, par exemple, comme celle de Douala, qui est une ville économique, allons à quoi? Au marché que vous connaissez, que nous connaissons tous. On peut demander à ces expatriés qui ont ce marché
de se procurer des barres ordures. Est-ce que vous voyez comment on jette des cartons là au quotidien? Passons des ordures. Allons voir là où on peut se mettre à l'aise dans le même marché. On voit comment on construit des immeubles poussent au sol et on n'impose pas quand on construit ces immeubles-là à effectivement construire des toilettes publiques, que ce soit payant, non. Vous voyez là qu'on a des soucis parce que la ville de Douala telle qu'elle avait été construite aujourd'hui, on est passé de combien de millions à combien de millions? On est pratiquement, la ville de Douala peut-être, c'est tout un pays si vous voulez. Donc, il faut des solutions à court, à moyen, à long terme. Voici un exemple. Dans quelques mois, c'est certainement une élection législative municipale. Moi, je suis pour qu'effectivement, que les maires qui arrivent là, arrivent avec ces projets. Si vous voulez, arrivent avec des solutions quand ils vont présenter leur candidature pour dire que voici ce que nous pensons faire pour la salubrité, pour ceci, pour cela. Et que peut-être les Camerounais qui iront aux urnes fassent confiance à leur projet-là. Parce que là, maintenant, vous avez cité l'endroit où vous appelez génie militaire, là. Quand vous voyez vous-même. La décharge. Parce que la décharge, quand c'est un peu comme à Yaoundé, la seule décharge de soi. On peut aussi créer d'autres décharges ailleurs. Parce qu'effectivement, la démographie est celle qu'on connaît aujourd'hui. Pour que le camion d'Isaac en parte de, je dis n'importe quoi d'accord, pour cette zone-là. Non seulement on n'a pas bâché le camion, qui reverse encore les ordures en route, et ainsi de suite, par moment, les chauffeurs de ce camion-là font ce qu'ils veulent. Par moment, il n'y a pas les heures de ramassage. On peut calculer dans la nuit, lorsqu'il n'y a pas une forte population sur la route, pour enlever tout le matin, que c'est déjà fait. Et là, c'est un réel problème qu'on doit résoudre. Je l'ai indiqué tout à l'heure, pendant la décentralisation, j'ai dit que c'est tout à fait clair que la décentralisation n'est pas effective. Le transfert des ressources n'est pas effectif. Il faut bien que, comme nous sommes en début d'année des excès en ce moment-ci, que l'on se penche dessus. Qu'on donne effectivement cette autonomie-là aux mairies, aux maires de gérer. Et peut-être des conventions pourront être signées avec des structures. Qui vous a dit que M. Yimkwa ne peut pas créer une structure de transformation, de recyclage, tout, et proposer ces services dans les mairies. Et pour le faire, il faut bien que les mairies soient suffisamment liquides, comme on va dire au quartier. Donc, moi, je crois que ces solutions que nous essayons de proposer, ceux qui nous dirigent voyagent pour aller dans les pays. Tout à l'heure, parler du Rwanda. Il me semble aussi que les pays qui sont dirigés par les anglo-saxons, les gens sont assez propres. Parce que, effectivement, quand on fait un tour dans ces villes-là, dans ces pays-là, on voit que j'étais difficile. Mais j'étais peut être difficile quand on a pris les dispositions. Il y a des petits bacs qu'on peut accrocher sur. Je vous ai pris seulement le cas d'Aqua. Nous y passons tous. On vous dit que c'est un marché qui accueille des millions de Camerounais et des expatriés même au quotidien. On ne trouve pas de solutions. J'ai dit qu'on peut imposer à ceux qui tiennent ce marché-là de trouver un moyen d'installer des bacs. Participation. Mais bien sûr, c'est pour cette raison donc que mon ami Marcel estime que quand je parle du directeur général du port, que peut-être j'ai essayé de chevaucher votre... Non, je l'ai cité parce que j'ai vu, les télévisions ont montré comment il a offert ces petits bars-là, ces bars-là et autres pères. Donc vous invitez toutes les autres structures à suivre le mouvement. Je vous assure, Rosalie. C'est ce que j'ai compris ça également. peut se faire. Ça peut se faire parce que c'était d'accompagnement. Je crois qu'il y a des taxes, Didier peut me démentir, il y a des taxes, je ne sais pas trop de communes, hein, taxes communaux. Taxes communaux, autant pour moi, que les mairies prélèvent dans des structures. Avec cette taxe-là, on peut donc signer des conventions pour essayer de voir dans quelle mesure telle société peut accompagner l'autre. Puis maintenant, s'il y a des solutions à long terme, effectivement, donc, si les maires qui sont là maintenant, nous estimons qu'ils sont assez incompétents, et donc, l'élection arrive dans quelques mois. Et puis, véritablement, qu'on aille là avec des solutions, que ce soit le candidat de mon parti ou d'ailleurs, qui fassent des propositions concrètes par rapport à tel sujet, tel sujet. Je vais finir en vous disant quelque chose, Rosalie. Nous allons souvent dans les bars, il faut le dire ici. Il faut aller boire de l'eau, il faut aller boire du jus et même de la bière. Quand on ouvre un bar, par moment, on ne tient même pas compte où on peut se mettre à l'aise. Parce qu'il
il y a la confusion chez nous, vente emportée, bar et tout, snap. Par moment, on va se mettre à l'aise devant les maisons des gens. Et à un moment donné, qui est-ce qui doit donc punir? Pas celui qui se met à l'aise, mais celui qui a créé ou alors qui a mis en place son bar. Parce qu'il doit avoir comme une commission qui descend sur le terrain pour voir. Tout à l'heure, vous parlez des décharges. Ces décharges-là qui, les eaux ruissellent au quotidien. Il y a tout un carrefour à Yaoundé qui s'appelle Carrefour Caca. Vous imaginez donc qu'on a du travail à faire. On ne peut pas. Et même au moment où j'ai quitté Yaoundé, on avait résolu le problème du Carrefour Caca. Mais le nom est resté. Le nom est resté. Et vous voyez à Douala, les eaux usées ruissellent au quotidien. Oui. Quand j'ai parlé donc de la santé publique, c'est une affaire qui doit concerner ces ministères dont je viens de citer comme la santé, l'environnement, etc. Comment on fait? Et c'est quand les étrangers vont arriver qu'on va trouver des solutions? Non. Peut-être. Il y a des solutions. Et je recommande donc fortement ceux qui vont être candidats, conseillers municipaux dans quelques mois. Vous suivez donc, que ce soit dans mon parti, que ce soit ailleurs, vous suivez donc les problèmes qui existent dans les grandes villes. Apporter des solutions. Essayez d'apporter des solutions aux Camerounais parce que nous voulons effectivement que les mairies soient assez autonomes dans la gestion globale des cités. D'accord. On va prendre également les dernières solutions que vous proposez, M. Marcel Tadieu. Non, d'abord pour dire au frère Raphaël qu'il n'était pas question pour moi de minimiser sa proposition, l'action de ce responsable de l'État dont il a fait mention sur ce plateau à plusieurs reprises. Mais la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est dans les solutions d'urgence, c'est-à-dire dans des mesures conjoncturelles. Ponctuelles, quoi. Ponctuelles et conjoncturelles. Or, moi, je suis en train d'élaguer là quelque chose qui va être structurant pour que dorénavant qu'on ne se retrouve plus dans les mêmes travers. Parce que, voyez-vous, la question est suffisamment sérieuse pour qu'elle soit subordonnée à la simple magnanimité d'un manager. Des individus. Parce que si vous attendez d'un DG qu'il puisse faire des dons afin que vous puissiez ramasser des ordures dans une ville, que feriez-vous si ce don n'arrive pas? La question des ordures dans une ville doit être une question planifiée, budgétisée et suivie au quotidien. C'est pour cela que je ne pense pas, moi, pour avoir fait l'expérience de la décentralisation depuis 30 ans, je ne pense pas que la structuration de notre fonctionnement, du fonctionnement de nos institutions, soit de nature à résoudre efficacement et durablement ce problème. Ramasser des ordures, c'est le travail des autorités de proximité. On ne peut pas superposer le MINDU, le ministère de l'Environnement et maintenant le MINAT-CMI juste pour ramasser les ordures. Laissez les gens ramasser les ordures devant leur porte. Donnez-leur tout simplement les moyens nécessaires et laissez-leur la prérogative de le faire. Parce que parfois on en veut même à certains maires d'arrondissement à tort, parce qu'ils ne disposent de façon opérationnelle d'aucun levier sur lequel ils peuvent activer pour pouvoir faire vraiment le travail qui est attendu d'eux. Non, président. C'est pour cela que, s'il te plaît, cher Didier, s'il te plaît. Ils ont les droits d'assises. C'est pour cela que, la recette des droits d'assises. C'est pour cela la répartition des recettes des droits d'assises. Nous pensons que il faut changer la configuration de l'État. Il faut casser l'État unitaire décentralisé qui en réalité est un leurre parce que nous sommes dans un centralisme à outrance, pour aller vers un État fédéral qui offre l'avantage de donner aux autorités de proximité que sont les maires et les prérogatives et les moyens pour pouvoir gérer et ce problème de la salubrité urbaine et le problème de la voirie urbaine, c'est-à-dire l'aménagement des routes, et le problème des écoles et le problème de nos dispensaires, de nos structures hospitalières et bien d'autres problèmes. Donc je pense que on va tourner en rond si on continue à faire confiance à un mauvais système, même si on y met des moyens. Bon, vous voulez dire qu'il y a l'argent dans cette bataille, c'est pourquoi tout le monde... Je ne peux pas... On a quand même vu à Yaoundé la lutter avec un maire pour une affaire d'ordures. Je n'ai pas compris pourquoi après ils ne se sont pas partagés les ordures. Je ne pourrais absoudre la gestion d'un maire, la mauvaise gestion d'un maire par rapport
au traitement des ordures ménagères. Je parle bien du traitement des ordures ménagères. Il y a la répartition des droits d'assises. Les droits d'assises, c'est des taxes qu'on prélève sur les produits de luxe à l'importation, si je ne me trompe pas. Et la répartie, tous les maires ont les répartitions. J'ai même l'acte du Mendevel ici, qui repartit ces recettes. Qu'est-ce que les maires d'arrondissement ou des communes font de ces recettes? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous cyclez dans la ville de Douala, vous vous rendez compte que les populations mettent le feu sur ces collines de montagne. C'est très, très dangereux. C'est pour ça que quand j'ai un petit espace public, je préfère faire un peu de sensibilisation. Lorsque vous mettez le feu dans une montagne d'ordures ménagères dans la ville de Douala, plein de gadgets électroniques, vous prenez un gadget électronique, il y a une petite plaque noire. Ce plaque noire contient des composants électroniques, c'est les polluants organiques persistants. Vous mettez le feu. Et vous savez que dans les collines, dans ces collines d'ordures ménagères, les déchets les plus dominants sont les plastiques. Les plastiques, c'est dérivé d'hydrocarbures. Vous mettez le feu. La fumée qui monte contient des particules fines. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ont la toux, qui ont les yeux rouges. C'est ces fumées-là. Parce que vous mettez la fumée, par exemple, à Japoma, vous pouvez le retrouver au Porte-Nord, au vent, à cause du vent. Maintenant, vous avez les cendres. Parce que même dans ces fumées, vous avez les gaz cancérigènes, les furans et dioxines. Les cendres qui restent là contiennent des métaux lourds. Si nous sommes à Douala, s'il pleut, les eaux de pluie ruissellent ça vers la mer. Parce qu'on n'a plus de mangroves. Le patron de mon ami Ngoudo a coupé toutes les mangroves pour les installations, pour vendre aux installations. Donc il n'y a plus rien pour filtrer ces eaux-là. Et même les poissons qui sont là, et les gambas, les crevettes, ça a été démontré, hein, que tous ces produits de mer qui ne sont pas très loin du continent sont des produits contaminés aux métaux lourds. Ça a été démontré. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les collaborateurs du chef d'État ont choisi la pré-collecte, la collecte, le transport pour aller déposer dans une décharge, mais qu'ils associent au moins la population. L'aspect IMO, c'est toujours le chef de l'État qui vient avec ce concept, haute intensité de la main-d'œuvre. Madame Aïssi, si vous déposez aujourd'hui 1 milliard de francs, moi je vois mes amis camionneurs partout là, à quoi dormir sur les camions, à ne rien faire. Vous déposez 1 milliard de francs CFA, là, en une semaine, tout doit être propre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. 1 milliard. Donc, on peut bien épargner. Ils vont ramasser, mais après, où est-ce qu'ils vont mettre? C'est la question. À la même décharge qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes pour... C'est saturé, la décharge. Nous sommes pour Isakam dans une ville qui a un problème, d'abord d'étalement de l'environnement humain et un problème foncier. Vous savez qu'aujourd'hui, à Douala, pour vendre 2000 mètres carrés, il faut avoir l'autorisation du maire de la ville, parce qu'il n'y a plus d'espace. Or, avec le recyclage, vous ralentissez au moins la vitesse de remplissage des décharges. Donc, si on reste dans l'enlèvement des ordures ménagères, même Ngombe, il y a 70 hectares en Ngombe, 10 hectares dédiés aux ordures ménagères. Je ne suis pas sûr qu'en 5 ans, on aura encore de l'espace dans ces 10 hectares. Quelles que soient les techniques qu'on doit utiliser, les avoirs qu'on doit utiliser. Donc, il faut penser à ralentir la vitesse de remplissage et n'y mettre que des rebuts qu'on ne peut pas valoriser. Vous comprenez? Donc, moi, j'étais d'accord avec mon petit lorsqu'il parle de l'agence. Lui, il a parlé de l'office. Moi, je parle de l'agence. Ce n'est pas une centralisation. Le problème, c'est qu'avec une agence nationale de gestion des déchets, on peut avoir l'opportunité ou bien le privilège d'avoir ne serait-ce que des données. Des statistiques. Madame, j'étais aux États généraux, invité par Madame Kecha Cortez. Personne ne peut vous dire exactement les tonnes d'ordures ménagères qui sont produites au Cameroun. Alors où je vous parle. On vous parle de 6 millions de tonnes. Alors ça, c'est des chiffres qui remontent en 2015. Nous sommes en 2026. On parle de 6 millions de tonnes. 10%, les 10% représentent les déchets plastiques. Mais entre-temps, la population gonfle. Donc on n'a plus que ça. Et ensuite, je disais donc que ces maires doivent au moins sensibiliser et éduquer les populations. Il ne faut pas brûler les ordures ménagères. Le brûlage est différent de l'incinération. Et puis, il ne faut pas aussi allumer les foyers.
Je parle là à nos jeunes mamans, nos jeunes dames qui sont dans ce qu'on appelle, vous appelez les piments, c'est-à-dire les briser le poisson et consorts. Il ne faut pas allumer le feu avec du plastique. Ne serait-ce que avec cette recette-là, ou bien c'est la répartition, ces fonds qui proviennent de la répartition des droits d'assises, les maires peuvent au moins engager une communication, une sensibilisation. Changer l'éducation. Parce que les gens meurent d'ignorance. Bien sûr. Donc, ces concepts, haute intensité, la main d'œuvre, import, substitution, qu'est-ce qui empêche? Parce que quelqu'un m'a dit un jour que, mais, Yimkwa, tu parles l'argent, pourquoi tu n'es pas riche? Je lui ai dit que tout commerce doit être codifié. Si le président décide donc, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui, par un acte, décide de l'usage qu'on va faire du budget. Or, jusqu'à présent, on est toujours dans la collecte, dans l'enlèvement. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une dynamique durable. On n'est pas dans les approches durables. D'accord. Or, si on rentre dans les approches durables, en attendant qu'on mette sur pied des structures pour le recyclage, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Si on dit par exemple que non, on va réduire l'importation des fertilisants chimiques de 20%, il y aura quand même de l'espace pour produire de l'engrais organique, vendre et implémenter l'agriculture biologique qui lui est très chère, lui qui est le chef de l'État. D'accord. En tout cas, nos mamans ont compris au village. On épluche le planton, on lance dans le champ, ça devient fertilisant et ça aide tout le monde. Nous, on n'a pas moyen de le faire. Pourtant, c'est devant nous au quotidien. Il faudrait juste que les gens apprennent à avoir les bons gestes pour que ça se passe bien. Bonjour, la queen de la TV. Et voilà que la TV est de nouveau belle à regarder. C'est le docteur Emmanuel. Je salue d'avance le panel et je voudrais dire que la crise des déchets au Cameroun n'est pas qu'un problème de propreté urbaine. C'est une faillite systémique, blocage, le manque de financement public. En réalité, chaque Camerounais doit payer pour le ramassage. Et l'incivisme empêche une collecte efficace. L'échec du tout ramassage, déplacer les ordures sans les trier, ni les transformer, ne fait que déplacer le problème. Sans valorisation, le déchet reste une charge morte, danger invisible. L'accumulation crée des bombes écologiques comme à PK12, où le lixiviate empoisonne les nappes phréatiques et produit des gaz toxiques. Changement de regard. Contrairement à l'opinion publique qui veut juste que les rues soient propres, l'enjeu réel est de devenir environnemental de ces matières, polluants, durables ou ressources recyclées. Nous n'arrivons même pas à ramasser et le peu qu'on ramasse, on ne traite pas. Nous sommes tous des assassins et des morts. C'est le docteur Emmanuel Ngaha qui nous écrit ce soir. On va poursuivre la lecture de ces réactions. Bonsoir le plateau, la belle Rose, le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Je ne trouve pas le rôle du super maire à Yaoundé. Les camions bleus qui ne répondent pas aux normes ont rempli la ville pour que Isacam se retire. Étant donné que la seule société équipée qu'elle est le sort de cette société capable depuis, il faut remettre la charge à Isacam, payer ses factures, ça va aller. Alex depuis Monti qui nous écrit ce soir. Bonsoir la lionne du micro. Désolé, je ne peux pas vous suivre en direct. Je suis plutôt sur la toile car Eneo a repris avec ses caprices de coupure au nord. Ouais, en tout cas, c'est une bonne émission. Bélon Didia qui est en train de nous écrire. Bah, l'essentiel est que vous soyez en train de suivre avec LTM, que ce soit sur la toile avec votre téléphone, comme vous le voyez, vous pouvez suivre l'émission. Eneo nous met tous dans les problèmes. Donc, on espère que ça va trouver une solution rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Par rapport à l'enlèvement des déchets ménagers, je vous assure que c'est simple. Il faut juste tenir compte du nombre de bacs à ordures par rapport au remplissage de ces bacs. Je suis arrivé dans le quartier, il y avait un bac à ordures. 20 ans après, c'est toujours un bac à ordures. Conséquent, chaque jour, les ordures se trouvent à même le sol parce que le bac est plein. Alors que si les responsables faisaient une étude par rapport au nombre de bacs sur le coin, il faudrait aujourd'hui 5 bacs. Et si ces bacs sont pleins, vous gardez vos ordures sans les verser au sol. Aujourd'hui, la théorie de rationaliser n'est pas prise en compte. Chaque 2 jours, un caterpillar accompagné d'un camion vient enlever ses ordures versées à même le sol et plus tard, les dépenses engagées seront très élevées. Maître 7 qui nous écrit ce soir. Ndougou lance les atalakou en direct à son patron. En passant, qu'Ndougou nous dise aussi pourquoi son patron est convoqué demain à la présidence.
Raphaël Ndougou cherche la nomination et la promotion avec la torche. Il est sur le plateau à faire les éloges de Siringo. C'est Kabé des Tokos qui nous écrit ce soir. Voilà. Madame Rosalie Guessel, la star du petit écran. Bonsoir à toi et à ton panel. On appelait Yaoundé, Yaoundé la capitale, Yaoundé la belle. Maintenant, c'est Yaoundé la poubelle. Douala s'appelait Douala Mbengue. Douala Petit Paris. Maintenant, c'est Douala et ses immondices. Rosalie, les deux capitales croulent sous les ordures comme le Cameroun croule sous les dettes. Aujourd'hui, le feu vert a été donné pour endetter le Cameroun encore pour 1650 milliards de dettes. Au Cameroun, les dettes s'entassent comme les immondices. Très bonne émission à vous. C'est la Mama du peuple qui nous écrit ce soir. Autre réaction, Madame Guesselin, le Minat a la maladie d'arrêter les gens. Il a juste changé de raison pour arrêter les pauvres citoyens camerounais. Ces abeilles le dérangeaient déjà. Il doit seulement les lâcher. C'est Amman depuis Kolfoumou. Non, l'insalubrité, c'est un fait de désordre, de trouble à l'ordre public. Hein. Ouais, je lis les messages. Oui, non, voilà. Il faut le dire. Donc, je lis les messages. Chacun s'exprime. Comme vous l'avez fait ici, ils ne vous ont pas contredit. Laissez les Camerounais s'exprimer. Madame Guesselin, ce ne sont pas les élections municipales qui vont venir enlever les ordures que les gens ont laissées pendant 7 ans. Les ordures deviennent un programme de campagne maintenant. Waouh, Raphaël du RDPC, Sylvain Kamchop depuis Bessengue. Madame Guesselin, le quartier où on déverse les ordures à Libreville s'appelle Ngongol, donc Pitié. Donnez ce nom à Yaoundé et Douala aussi, pardon. C'est Obam depuis Libreville au Gabon. Très belle émission. Merci à vous. On va regarder du côté des messages. Un seul bonsoir. C'est la paresse qui les bloque. Voilà. Le temps d'une transition et on se retrouve pour la deuxième thématique. Vous êtes toujours sur LTM Télévision, l'émission c'est tout au clair, lundi, mardi, mercredi. Nous avons le bonheur d'être ensemble entre 21h et 23h. Et en deuxième thématique ce soir, nous parlons de l'affaire Martinez-Zogo. Je le disais à l'entame de cette émission, le corps de l'animateur vedette, on se rappelle, hein, de cette émission Embouteillage, a été retrouvé, c'était un dimanche, soit 5 jours après sa disparition, si j'ai bonne souvenance, parce que j'ai vécu cette situation de but en blanc, un 17 janvier, on était interpellé, il était introuvable, Martinez-Zogo, et puis les recherches ont été entreprises. 5 jours après, il a été retrouvé, bien entendu, à quelques encablures d'Ebogo, on va dire à peu près 15 km au nord de Yaoundé, dans un espace vide, dans un état de putréfaction avancé, ce qui a suscité un émoi général au Cameroun. Depuis lors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Beaucoup de révélations, quelques interpellations, mais surtout le corps toujours gardé à la morgue, une famille qui n'a toujours pas eu l'occasion, monsieur Marcel Tadieu, de faire son deuil, aujourd'hui 3 ans après. Est-ce qu'on peut encore espérer une véritable justice dans cette affaire Martinez-Zogo? Bon, on peut toujours espérer tant qu'on vit. Mais à regarder de près ce dossier de ce compatriote arraché à la vie brutalement, on a l'impression qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire judiciaire. Ouais. Il s'agit d'une affaire qui révèle les oripeaux de la justice, mais qui en réalité a des ramifications politico-mafieuses. Parce que lorsque vous essayez de voir qui sont des éventuels ou des potentiels, je ne vais pas dire coupables, accusés dans ce dossier, vous comprenez tout simplement qu'il est difficile pour la justice, telle qu'on la connaît au Cameroun, de pouvoir dire le droit, parce qu'il y a des pesanteurs qui sont au-dessus de la justice elle-même. Nous l'avions toujours dit, la justice au Cameroun n'est pas véritablement un pouvoir. Elle reste subordonnée au-delà de l'exécutif, parce que il ne vous a pas échappé qu'au déclenchement de cette affaire, il a fallu que c'est la présidence de la République qui mette sur pied une commission mixte police-gendarmerie pour pouvoir ordonner les enquêtes. Alors que dans le cas d'une république qui fonctionne normalement, l'exécutif n'a rien à faire dans une telle affaire. Il y a meurtre d'un citoyen.
le procureur territorialement compétent instruit ses officiers de police judiciaire pour pouvoir mener des enquêtes et trouver qu'est-ce qui se passait. Mais on a été curieux de voir que c'est pratiquement la présidence de la République qui a fait bouger les lignes. Je me souviens à l'époque de ce communiqué signé du secrétaire général de la présidence qui nous annonçait que le président de la République a ordonné une enquête. À l'époque, je m'étais demandé, est-ce que c'est le rôle d'un président de la République dans un pays d'ordonner des enquêtes et de les diligenter? Donc là, on est là dans une affaire qui dépasse le cadre de la justice et qui se retrouve être une affaire d'État pratiquement. Malheureusement, il y a un compatriote qui a été arraché à la vie et jusqu'aujourd'hui, 3 ans après, vous l'avez dit, on n'est pas en mesure de dire avec certitude qu'est-ce qui s'est passé. On a eu des auditions par voie de presse. On continue d'ailleurs d'en avoir. Je n'ai pas assisté à l'une de ces audiences-là, mais par voie de presse, il nous a été rapporté qu'il y a eu des auditions, qu'il y a eu des interpellations, des libérations, des interpellations même par la suite. Mais pour dire grosso modo qu'en fait, l'affaire Martinez-Zogo est révélatrice du fonctionnement de notre justice qui est une justice malade, une justice aux ordres, une justice qui n'est pas capable de s'exprimer d'elle-même et qui est sous la coupe du pouvoir exécutif qui use et abuse de ses prérogatives sur la justice. Parce que on ne peut pas comprendre, sauf si on se trouvait dans un téléfilm, dans une télé-réalité dénommée Les Enquêtes Impossibles, où on essaie de démêler les chevaux sans jamais y parvenir. Mais je pense que des gens ont été interpellés. On n'arrive pas à comprendre pourquoi 3 ans après, qu'on en soit toujours à balbutier. On peut se dire, on peut subodorer que en réalité, c'est parce qu'il y a des gens qui auraient des intérêts dans cette affaire et qui ne voudraient peut-être pas que la vérité se sache et qu'elle n'éclate au grand jour. Et donc, qui tireraient les ficelles dans l'ombre. Donc, je suis plutôt conforté dans l'idée qui m'a toujours animé, c'est-à-dire qu'au Cameroun, malheureusement, on a une justice à multiples vitesses, selon la tête du client. Et lorsque les incriminés ou les accusés se trouvent être des personnes d'une certaine classe, la justice est manipulée et parfois ralentie dans son élan. C'est ce qu'on observe malheureusement. Didier Yimkwa, l'assassinat de Martinez-Zogo, désormais une affaire envoyée aux oubliettes, parce qu'on a l'impression que d'une certaine manière, on voudrait noyer le poisson dans cette affaire. Non, c'est impossible. On ne peut pas renvoyer l'assassinat d'un compatriote un assassinat de façon odieuse, comme nous l'avons vécu. Moi, j'ai trop de peine lorsqu'il faut parler de l'assassinat de Martinez-Zogo dans une ville comme Yaoundé, pavoisée de caméras cachées, qu'on soit à 3 ans à chercher l'assassin, pour moi, me paraît horripilant. Madame Aïssi, vous savez, les noms, évidemment, qui sont cités dans les journaux écrits, montrent effectivement le niveau de complexité de cette affaire. Et puis, l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. J'ai lu quand même quelques procès rocambolesques pendant mes humanités. Il y a Kafka, il y a Pullover Rouge. L'assassinat de Martinez-Zogo est un peu le condensé de ces 2 procès. À Pullover Rouge, on trouve un assassin, on trouve le tueur, on le tue. Après, de procès en procès, à la fin on se rend compte que c'est une erreur de justice. Kafka, on arrête quelqu'un, pour finir, on ne parvient pas à indiquer avec preuve à l'appui que c'est lui
l'assassin. Donc c'est un problème très sérieux. Oui, je suis d'accord, ça devient une affaire d'État. Ça devient même un assassinat politique. Parce que les noms des personnalités qui sont citées, c'est quand même des hautes personnalités de la République. Donc ça fait peur. Pendant longtemps, moi, je m'étais refusé de dire un mot sur cette affaire. Mais sauf que, étant dans la société civile, militant écologiste, militant de la justice, je ne peux pas me retraiter face à l'injustice. La moindre chose qu'on aurait pu faire, vraiment remettre le corps à sa famille et pour qu'on l'enterre dignement. Il paraît qu'il n'y a que le juge d'instruction. Ce que je voulais dire ici, c'est que décider. Ce qui se passe en face de nous, c'est que l'importante longévité du chef de l'État à la magistrature suprême a fait du Cameroun une république de réseaux, une république de clans. Si je me réfère, je fais confiance aux publications, les quotidiens que nous lisons tous, on a l'impression que Martinez Zogo était devenu un objet de tiraillement de clans, de fractions pouvoiristes. Donc, lorsque vous avez dans un environnement, dans un biotope, dans un écosystème où les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Ce que nous demandons avec le sentiment d'humilité, il faut rendre justice. Qu'on nous dise exactement qui a tué Martinez Zogo. Ne serait-ce que pour la dignité humaine. Pour que sa famille puisse faire son deuil. Parce que tant qu'il est là, on va le tuer, on va l'assassiner plusieurs fois. Et c'est regrettable pour l'image même du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Cameroun qu'en termes des ordures ménagères, en termes de villes poubelles, en termes d'assassinat. Et cela affecte l'image de notre pays. Lorsque vous avez un pays où l'insécurité est régnante, mais les investisseurs étrangers ne peuvent pas aller chez vous. Et quand les investisseurs étrangers ne peuvent pas aller chez vous, mais le chômage, le taux de chômage gonfle. Parce que sans investissement, il n'y a pas l'emploi décent. Ne serait-ce que pour l'image du pays, je crois qu'à un moment donné, comme disait l'artiste, on met un stop et qu'on nous dise effectivement, c'est devenu une histoire, c'est vrai, c'est devenu un procès politique, mais c'est une affaire d'État, mais c'est aussi une affaire très populaire, où les gens n'attendent que la justice soit dite, que le droit soit dit. Qui a tué Martinez Zogo et pourquoi? C'est la question que tous les Camerounais continuent de se poser au quotidien. On nous offre un procès aux allures de séries télévisées. Tous les jours, une nouvelle sortie, une nouvelle personne avec des indices qui, au lieu de nous éclairer, nous donnent plutôt l'impression de nous noyer dans les méandres, j'ai envie de dire des racines de patates, parce que c'est un tout petit peu à ça que ça ressemble. On tire une corde et puis on en trouve des milliers de cordes et on a envie de douter un tout petit peu. Je ne sais pas pour vous, Jopel et Lombé, peut-être vous êtes encore serein dans cette affaire où on dit qu'il n'y a que le juge d'instruction qui peut remettre le corps de Martinez. On a une grosse marge de la population qui trouve que si on enterre Martinez, on n'aura plus jamais la suite de ce procès et qu'il faille que son corps reste dans la glace pour pousser ceux-là qui ont la charge de la justice au Cameroun à faire leur boulot. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la chance de pouvoir avoir la réponse à toutes ces questions? Rosalie, vous me surprenez parce que vous faites encore partie de ces Camerounais qui croient qu'il y a une justice au Cameroun. On voudrait croire, sinon après on va pleurer. Je vous le concède au moins, je vous le concède forcément, le rêve est permis. Mais malheureusement pour vous, déjà moi, cette affaire, il y a longtemps, je voudrais plus parler d'elle parce que comme l'a dit le grand frère Didier, c'est un éternel recommencement. On a l'impression, on a vu tellement de choses, on a connu tellement de rebondissements, changement de commissaire de gouvernement, de personnel de la justice, de militaires, pratiquement mutés en plein procès, en pleine procédure. On a vu tellement de choses et encore, plus grave encore, on a l'implication des agents
de l'Agence nationale de renseignement, c'est-à-dire la DGRE, c'est-à-dire qui est censée protéger les Camerounais, mais qui s'est transformée en une agence pratiquement d'assassinat. Et je rejoins Marcel quand il dit que c'est devenu une affaire d'État. Mais une affaire d'État, aujourd'hui, qui malheureusement ne bénéficie pas de toute attention de l'État, ou du chef de l'État en question, parce que c'est lui qui avait instruit cette enquête-là. Malheureusement, j'ai bien l'impression qu'avec le temps qui passe, il a trouvé d'autres priorités. Parce que je n'aimerais pas qualifier ou bien commenter ce qui se passe, mais il faudrait qu'on nous dise véritablement si la justice est capable de mener à bien une enquête ou bien un procès au Cameroun. Ouais, les noms des personnes qui sont impliquées, qui sont soupçonnées, présumées, coupables, qui sont même déjà écrouées dans la prison. Il y a ceux qui réclament leur libération provisoire, ne serait-ce que parce que ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à avoir une issue favorable, pour permettre à l'opinion nationale, parce qu'il s'agit là de l'opinion, d'être au moins fixée sur ce qui s'est passé. Nous savons déjà, parce que compte tenu des informations préliminaires qu'on a eues, qu'il a été brutalement et sauvagement arraché à la vie, à des pratiques pratiquement inhumaines. Que les personnes qui ont commis ces actes-là se sont déjà pratiquement déclinées. Il s'agit de l'agent Daoué, l'ex-directeur des opérations et autres. Ils se sont quand même déjà... Mais Écho et autres. Bon. Oui. Maintenant, il reste quand même une inconnue dans cette affaire. Ce sont les donneurs d'ordre politique. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé d'un assassinat politique ou bien d'une affaire politique, ou qui prend des relents politiques, mais il y a des donneurs d'ordre politique. Parce que les Écho, les Ndao et autres, ce sont les exécutants. C'est des agents d'opération. Forcément, s'ils ont opéré, ça veut dire qu'il y a eu des donneurs d'ordre politique. Maintenant, moi j'ai bien l'impression, et ça c'est juste une impression, que ces donneurs d'ordre sont des personnes assez puissantes. Et compte tenu de leur marge de manœuvre, font tout depuis 3 ans pour que nous ne puissions, la justice en elle-même ne puisse pas connaître avec célérité ce qui s'est réellement passé et qui sont les coupables de cette action. Et l'affaire Martinez-Zogo peut en cacher plusieurs autres. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Anissé Kaner, qui n'a même pas encore débuté. On a l'affaire de Bibi Ngota, qu'on n'oublie pas également, qui est un de vos confrères, qui est décédé dans des conditions toujours aussi farfelues, aussi floues. On a Brian Fombo, on a tellement d'affaires. Des assassinats au Cameroun sont devenus monnaie courante. On a l'impression que le Cameroun se transforme peu à peu en Haïti. Que nous sommes dans un état où, forcément, la sécurité des citoyens n'est pas garantie. Donc, dire aujourd'hui que, forcément, Martinez, 3 ans après, chercher le coupable, je ne pense pas. Moi, je ne crois plus véritablement que 3 ans après, on puisse trouver le coupable. Parce que ce régime commence un tout petit peu à être très inquiétant. Vous avez vu ce qui s'est passé durant la période post-électorale, Rosalie. Avec des gens qui, aujourd'hui, on a des témoignages des personnes qu'on venait enlever comme ça dans leur domicile. Sans mandat, sans rien du tout. Parfait, aujourd'hui, est écroué en prison. Oui. Il a été enlevé comme ça, sans mandat, en pleine nuit. Allez, on a débarqué chez lui et on l'a amené. On l'a écroué en prison. Donc, il faudrait se poser beaucoup de questions sur le respect de la règle de droit dans notre pays. L'affaire Martinez-Zogo est peut-être un indicateur de ce que le Cameroun, en réalité, n'est pas un état de droit, mais un état de réseau, un état de mafieux. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Didier, là, nous avons pratiquement là, au plus haut sommet de l'État, l'expression de la lutte des clans. Et la lutte des clans, celui qui est censé incarner, pratiquement, être le chef de tous ces clans, être au-dessus de tous ces clans, lui, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a perdu la main sur le président Pobia, qui devrait frapper du poing sur la table. Et nous savons bien que si le président Pobia dit aujourd'hui, il dit demain, ou bien dans une semaine, je veux avoir la vérité sur cette affaire, forcément, on l'aura. Mais donc, il est obligé, il est aujourd'hui responsable de la situation ou de la lenteur qu'on observe. Parce qu'il faut le dire, il a instruit cette enquête-là après que l'image du Cameroun ait été écornée, suffisamment ternie à l'international avec cette affaire. Parce que les journalistes à l'international relayaient jusqu'à Washington Post cette mort tragique de leurs collègues. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, à chaque fois que le Cameroun, comme aujourd'hui avec les déchets, est cité comme le mauvais exemple à l'international, on a les membres du gouvernement qui se réunissent là, qui prennent des solutions nettes, parce que c'est des petites solutions, juste pour pouvoir masquer les réalités profondes de ce régime qui est aujourd'hui vacillant. Donc Rosalie Martinez-Zogo, moi je ne crois pas véritablement que l'on saura qui l'a tué, mais au moins pour la décence et pour permettre à sa famille de faire le deuil, on devrait déjà remettre à son épouse, à sa tendre épouse et à sa famille nucléaire son corps.
Parce que le garder encore là, on a l'impression que c'est un poisson qu'ils ont gardé au congélateur, c'est pas normal. Il devrait permettre au moins que Martinez soit enterré. Tôt ou tard, et moi je vous le dis, il y aura beaucoup de révélations dans ce pays. Peut-être après le départ de M. Biya du pouvoir. Parce qu'il y a des affaires aujourd'hui, peut-être dont on a l'impression, qui bénéficient d'un certain flou, dans lesquelles certains pontes du régime sont cités, qui ne peuvent pas trouver solution. Et peut-être avec le départ de M. Biya du pouvoir, de ce système, on pourra savoir qui a tué Martinez Zogo et les Brian Fombo, les Bibi Ngota et autres. Raphaël Ndougou, un procès impossible, une vérité qui ne peut pas être dite. On doit peut-être faire finalement le deuil de Martinez Zogo, comme il le dit Jopel et Lombé, et s'y dire c'est une affaire comme les autres qui restera sans suite, où on peut encore espérer. Moi, je veux bien croire qu'on puisse pour une fois avoir un assassinat qui a un happy end, comme on dit souvent. Un happy end, ce serait bien pour tout le monde aussi. Rosalie, je ne voudrais pas être dans la famille de Martinez Zogo parce que je ne voudrais pas me mettre à la place des membres de sa famille. Ils l'ont dit, 3 ans après, le corps est toujours à la morgue. Nous autres, nous sommes les Bantous et qu'un mort par violence comme celle-là, il y a des rites qu'il faut respecter afin d'éradiquer ce type de mort dans la famille. Généralement, chez les Bantous, on appelle ça l'otso. Donc, tant qu'on n'a pas enterré, on ne peut pas procéder à cette série-là. Et Dieu seul sait quelles sont les ramifications au niveau de la tradition dans la famille de manière générale. Ça peut être dans sa famille maternelle ou paternelle. Ça, c'est la première chose. Donc, si mon opinion pouvait compter effectivement, il faut remettre au corps de Martinez à sa famille afin qu'on puisse enterrer. La suite de la procédure, nous attendons. Alors, la question est ça, à l'époque, vous le savez, vous avez fait des émissions et des émissions dessus. Qu'est-ce que Martinez Zogo disait et qui ça dérangeait? Ce que Martinez Zogo disait dérangeait qui? Martinez Zogo parlait d'un certain nombre de choses avec des, comment on va dire, je n'ai pas envie des convictions, mais avec des prises de conviction, je veux dire, avec des attitudes, c'est-à-dire que quand il parle de chiffres, quand il parle de marché, quand avec il parle des preuves à l'appui. avec des preuves, c'est bien. Est-ce que on s'est penché un peu dessus durant ces années-ci pour essayer de scruter? Rosalie, un haut responsable chez nous, je crois que Jopel l'a dit, c'est un peu la CIA, le FBI. Ouais. Il informe qui? Il informe directement au chef de l'État au quotidien, matin, midi et soir. Qui aurait voulu que ce dernier soit écroué en prison pour cette affaire? Peut-être pour ne plus informer le chef de l'État. À cet ensemble de questions, on peut se dire, il a fallu que son directeur d'opération déclare qu'il était au courant pour qu'il soit arrêté. Nous voyons souvent les films, hein, parce que j'avais des films, on parle du CIA, du FBI. On sait que non, c'est véritablement le renseignement pur et simple. Il me semble que M. Ekoeko a déclaré, le commissaire de division a déclaré au tribunal que Martinez aurait été plus utile vivant que mort. C'est dire que les hauts responsables du FBI camerounais travaillent avec des journalistes. Quand vous posez une thématique, quand nous parlons ici, ils nous suivent, ils notent, ils font des notes, ils disent un peu le mal-être au chef de l'État, etc. Au quotidien. Le souci est que lorsqu'on l'a fait, puis après on a interrogé ses ex-collaborateurs ou ses anciens collaborateurs, notamment ceux qui s'occupent de la surveillance vidéo. On parlait tout à l'heure des caméras. Et puis un autre directeur d'opération qu'il avait, tous deux commissaires divisionnaires, a déclaré que le commissaire divisionnaire Ekoeko n'avait pas donné l'ordre comme le prétendait tel. Parce que dans la pratique chez nous, c'est une fiche dont la traçabilité de l'instruction ou comment ils appellent ça dans le jargon, ça dit que lorsqu'on donne, quand on vous impose de faire telle ou telle chose, ça a une traçabilité. Quand on l'ordre de mission. Un ordre. Ça a la traçabilité, mais que pour ce cas d'espèce, ça ne s'est pas passé ainsi. Alors,
quelqu'un de dire que dans cette direction de la recherche extérieure là, il y avait déjà des infiltrations. C'est pour cette raison que je vais être d'accord avec Jopel, parce que ces groupuscules qui se forment autour du chef de l'État chez nous, et comme beaucoup parmi eux savaient que 2026 n'allait pas le trouver, ils sont nombreux dans le sérail qui le savaient, et qui savaient pertinemment qu'une fois que Dieu le rappelle là, ils vont donc rester les mains libres par rapport à leur frasque. Parce qu'il se trouve qu'au Cameroun, on ne parle qu'en milliards. Donc beaucoup savaient que lorsqu'on a réussi à extirper, à happer le haut responsable de l'enseignement du chef d'État, on est sûr qu'on est à l'abri parce que vous voyez qu'on avait happé étant en service et que c'est après que le décret est sorti. Non, chez nous c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'est-ce que Martinez Zogo disait. Il a dit qu'il avait les preuves, il avait des marchés fictifs, ça et là, c'est sûr et connu de tous. Il y a des vidéos qu'on peut ressusciter et nous faire suivre davantage. Et je crois que Marcel a rappelé ici que le magistrat d'essayant peut ouvrir une enquête. Hein. C'est-à-dire que c'est qu'à partir de ces déclarations-là. Puis on a suivi, on est parti arrêter un monsieur maire d'une localité du Cameroun. Et que quelqu'un est venu faire le témoignage disant que ce monsieur-là aurait participé à l'assassinat de Monseigneur évêque Benoît Ba. Jean-Marie Benoît Bala, ou le pincement encore pour nous les fidèles catholiques dans le cœur. Que ce monsieur avait été, ce prêtre avait été assassiné, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais avait été assassiné, on a trouvé son corps dans l'eau. Des assassinats comme ça, on peut compter autant que possible. Mais la question fondamentale, qui est-ce qui peut bloquer cette procédure-là pour qu'elle ne soit pas accélérée? Parce qu'au vu des déclarations de M. Danwe, on a arrêté M. Eko. Au vu des déclarations de ce même Danwe, on a arrêté M. Amourbelinga. Mais maintenant qu'il y a d'autres déclarations annonçant que M. Eko n'est pas directement impliqué, à ce niveau, on peut quand même alors lui accorder des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on dit, bon, vous allez souvent comparer les livres. D'ailleurs, vous êtes dans les gens surveillés. Il y a cette possibilité-là. Les juges vont vous dire que pour qu'on vous interpelle et vous mette en prison, c'est l'exception. Il me semble qu'il y a des canons qui permettent que lorsque vous avez une résidence, etc., vous pouvez être comparé libre. Non pas pour défendre qui que ce soit, mais 3 ans de procédure. Je pense que je parlais tout à l'heure des différents magistrats qu'on a mutés, qu'on a relevé des fonctions, qu'on a fait ça. On comprend que le donneur d'ordre n'est pas encore lui-même incarcéré ou bien arrêté. À quel moment le nom qui va dire je voudrais dans les 48 qui vont suivre la vérité sur cette affaire? Vous vous souvenez quand il avait dit qu'on part chercher les sœurs là-bas au bec de Canard, à l'extrême nord, les religieux, etc. On les a vus, on les a récupérés. Hein. Donc ça veut dire que si on décide, non, puisque les téléphones de Martinez sont exploités par les autres juridictions, je pense que les écoutes téléphoniques, je pense que les messages WhatsApp, tout cela est exploité. Donc il n'est pas question qu'on traîne, on se traîne. Est-ce que quelqu'un se cacherait derrière pour que l'affaire n'avance pas, pensant que le bon Dieu va appeler le chef de l'État? C'est ce que M. Sanga Yamding appelle le coup d'État scientifique. Parce que si on a réussi à fragiliser les services secrets de notre pays, en les fragilisant, ça veut dire qu'on a effectivement infiltré tout ce qui peut être des indicateurs de canaux d'information du chef de l'État. Et ce coup d'État scientifique, depuis que M. Sanga Yamding en parle, bon, beaucoup pensent que non, comme il veut le poste, comme quelqu'un qui l'a me concernant, alors que véritablement, il annonce quelque chose. Quand vous voyez comment on fonctionne, comment, même à l'appareil même gouvernemental, vous voyez comment ça tire la balle réelle. Finalement, est-ce que l'action que Didier évoquait ici, l'action gouvernementale, peut donc suivre dans un gouvernement où les gens se jettent les pots de banane, dans un gouvernement où les gens ne s'entendent pas, les gens sont autour du Premier ministre, personne n'écoute rien, chacun fait ce qu'il veut. La justice doit être libre et juste.
C'est une institution. Donc je pense pour ma part que véritablement, des personnalités qui ont été citées et écrouées à la prison de Koningui, je crois, pour la plupart, il est question aujourd'hui de faire la lumière personnalité par personnalité. Parce que un grand promoteur de médias comme Amouboulinga, pour ne pas les citer, il est utile à employer les Camerounais. S'il est établi qu'il avait participé, qu'il soit condamné à juste titre. J'ai cité M. Eko. S'il est indiqué qu'il avait participé, qu'il soit condamné. Et les autres, même le maire du côté de la Haute-Sanaga. Pour qu'effectivement, Martinez, son âme repose en paix. Tant qu'on est en train de faire ceci, non seulement son corps encore à la mort, son âme rôde dans tout le pays. Et que vous voyez que c'était un journaliste tout court de radio et qui avait les informations top secrets du pays. Rosalie Nguesseré. Est-ce que vous imaginez que quand le pays est à ce niveau-là, comment on fait? Il me semble, j'ai fini par là, il me semble que dans le cas des guettes qui sont déroulés au Cameroun, je peux citer quelque part tout à l'heure, des guettes, il me semble que M. Eko avait auditionné des personnalités. Et donc, M. Eko devient le mal-aimé. Parce qu'en fait, il a voulu... Et quand on sait que quand il finit d'auditionner, le rapport d'audition va directement chez qui le doit. Mais on sait quand même aussi qu'il y a des possibilités d'intercepter. Du coup, ça devient donc quelqu'un qu'il faut abattre parce qu'il n'est pas dans un certain système. Quand vous n'êtes pas dans un système, on peut vous tuer, on peut vous enlever, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il me semble donc que la mort de Martinez, l'assassinat de Martinez, pour mieux m'exprimer, va faire bouger les lignes tôt ou tard dans ce pays. Parce qu'il se trouve que Martinez n'est pas arrivé à la poste centrale et a eu des documents, je l'appelle encore top secret. Il me semble que ce sont ces personnalités-là, se tirant dessus, qui lui ont donné ces informations et lui ont assuré une sécurité. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Et nous ne pouvons que plaider pour dire comment est-ce possible dans notre pays où nous n'arrivons pas à enlever les ordures. Nous n'avons pas, quelqu'un vous a dit qu'il n'y a pas le courant, et puis nous n'avons pas les routes, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais on parle en termes de milliards. On vous parle des lignes où les gens peuvent décaisser et tout et tout. Avant qu'il ne soit arrêté, il avait déjà écrit au Premier ministre, arrêté et tué. Il avait déjà écrit au Premier ministre, président de la cour d'appel du centre à l'époque, en dénonçant. Ouais. D'où vient-il? C'est pour ça que peut-être que M. Eko lui dit, étant à la barre, M. Eko dit, Martinez lui était plus utile vivant que mort. Et maintenant donc, qui a voulu fermer la bouche de Martinez en le tuant? C'est là toute la question. Une minute. Une minute pour dire que lorsque on en arrive à une situation où un service aussi sensible, un service de l'État aussi sensible que la DGE est détourné à des fins privées, on comprend que l'État en lui-même est menacé dans son essence. Je plains le chef de l'État. Parce que lorsque vous êtes le chef de l'État, un service comme la DGE ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté dans la loyauté envers vous. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où le patron de la dite institution est cité dans de telles affaires, vous comprenez que l'État est véritablement à terre. Et puis, Raphaël parle de ce patron de la DGE, M. Eko, qui, d'après certaines allégations, n'aurait pas été au courant ou n'aurait pas donné l'ordre. Je pense que lorsque vous êtes patron d'une telle structure, vous êtes censé avoir l'information prévisionnelle sur ce qui se passe dans vos services. C'est-à-dire qu'il ait été au courant ou pas, dans les deux cas, c'est grave. Puisque s'il n'avait pas été au courant, ça veut dire qu'il ne joue pas son rôle. Dans un tel service, lorsque vous êtes le patron, vous avez la police des polices, c'est-à-dire vous avez des agents sur le terrain, vous avez d'autres agents pour contrôler d'autres agents. Si un tel complot vient à se houler dans votre service, un service aussi sensible, et vous en êtes le patron, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas au courant, c'est grave. Et s'il était au courant, c'est encore grave. Donc dans les deux cas, c'est très grave. C'est très grave.
Allez, on va prendre peut-être 2 ou 3 messages avant de partir. Vraiment, le Cameroun spécialisé dans les commissions d'enquête, jamais de suite, mieux de rendre le corps à la famille. Les gros poissons mangent toujours les petits, comme le son, ne jamais mettre les pieds sur un terrain glissant. C'est Alex Monti qui écrit... oh là là, je vais commencer par où? D'accord. Merci beaucoup, Madame Rosalie Guesselet, de n'avoir pas mis l'affaire Martinez-Ogo derrière vous. C'est ça faire du véritable journalisme. Continuez d'informer sur cette histoire. Plusieurs de vos collègues ont tourné la page sur ce sujet. Merci à LTM qui nous remet ça à la télé avec joie avec vous. Un de vos fidèles de longue date, bravo à la pro de l'écran. Voilà. Autre réaction... Madame Guesselet, c'est déjà 3 ans et 45 témoins sans suite. Mais Martinez-Ogo reste dans la glace et sa famille est toujours dans le deuil. Jusqu'à quand? Clarisse Délégué Sono. Autre réaction. Bon, là c'est avec des images. Je ne sais pas ce que je veux faire avec les images. Merci Rosalie dans tes émissions de ne pas oublier Martinez-Ogo, comme tu nous permets de ne pas oublier aussi Anissé Canet, vu les thèmes que tu mets dans tes excellentes émissions depuis ton retour à l'écran. Merci Rosalie pour ces familles éprouvées. Ça c'est la mama du peuple. Martinez, Anissé, qui sera le prochain? Rosalie, s'il vous plaît, parlez aussi du père, le père Ola Bébé. Voilà, à écouter Raphaël qui interpelle ainsi son champion, ça montre que la maison R bouillonne à l'intérieur. R, Ayop, c'est Awa. Depuis Kousséri, oui, le père Ola Bébé, qui a d'ailleurs été un de mes panélistes pendant longtemps, qui lui également a été assassiné à Yaoundé et froidement. Je me rappelle la dernière fois que j'ai échangé avec lui, il m'avait dit autour d'un verre, Rosalie, beaucoup de vérités vont sortir bientôt au pays. Je suis sur le dossier et je te promets que ça va bouger. Et c'est la dernière fois que j'ai échangé avec le père Ola Bébé. 2 jours après, on est venu m'annoncer qu'il avait été froidement abattu également par balle, non loin de son domicile. C'est dommage que son âme repose en paix. Sûrement, on aura aussi l'occasion de revenir sur ces cas un peu complexes au Cameroun. Ce soir, on essayait de penser encore à Martinez-Ogo, notre confrère qui a été arraché brutalement à la vie. Ce qui avait beaucoup effrayé les hommes de médias comme nous, qui avons l'obligation de faire des débats comme ceux-ci et qui sont parfois exposés à des réactions pas toujours catholiques. Et on s'était dit, il ne faut pas lâcher le morceau, parce que si c'est lui aujourd'hui, ça peut être n'importe qui demain. Vivement qu'on sache qui a tué Martinez-Ogo au Cameroun, peu importe qui se tapit ou qui se cache derrière cet assassinat, franchement que la justice soit faite. Merci à toi, Jopel Elombe Sonnet, d'avoir été là ce soir. Merci Raphaël Ndougou d'avoir permis encore que ces échanges soient fructueux. Merci Marcel Tadieu, j'ai eu beaucoup de bonheur à vous avoir sur ce plateau. Et bien sûr, Didier Imkwa, que je retrouverai beaucoup de plaisir. Ils étaient tous deux pour porter cette émission. Philippe Eyoum et Didier Christ. Priscille a assuré le make-up. Dinali est à la coordination générale de ce programme. Moi, je vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie de nos programmes sur LTM Télévision. Et je le dirai toujours, entre être et ne pas être, nous sommes LTM Télévision. Bonne soirée à tous.